Le F, un pas de casque, est propulsé par service d'outils FGL, votre stratégie gagnante pour les produits Makita, DeWalt et Milwaukee. Vendredi 13 mars, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Chine 2026, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous aurez l'opportunité de m'entendre en compagnie de notre collaborateur François Goulet, vous donner le plus d'informations possible afin que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps d'aller rejoindre notre collaborateur du vendredi. Il est descripteur analyste des courses de Formule 1 ainsi que les courses d'endurance pour la GTCQ.tv, mais il est avant tout un pilote de nos amis de la team FSR dans leur division élite. François Goulet, merci encore une fois de te prêter au jeu ce matin à l'heure du Québec. On a gagné une heure, 7h30, 7h40. La semaine dernière, c'était 6h30. Donc, on s'en va vers la bonne plage horaire qu'on est plus habitué, là. C'est certain. T'as oublié de dire, il a planté sa Ferrari hier dans le mur lors de sa course de division élite et a Ouais, subi des dommages et a terminé dernier dans la deuxième. Donc, je te laissais ça. ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Planter une Ferrari, ça fait mal. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait mal. Euh, Même ouais. virtuellement, ça fait mal pareil. Virtuellement, ça fait mal. Imagine-toi C'est dans la ça. vraie vie, tu sais, Ah quand tu oui. vois ces affaires-là. Mais content d'être de retour, ma voix va mieux. Je suis un peu plus réveillé que l'autre jour d'ailleurs, mais ces grands prix, on va dire, dans le coin du Pacifique, nous forcent un peu à ajuster nos horaires. Mais en tant que bon professionnel, on doit être là pour livrer la marchandise, puis bien content d'être là ce matin. Ouais, j'ai eu beaucoup de commentaires sur notre premier épisode, votre guide de la saison. Les gens nous ont trouvé Mhm. très zen. Ils ont trouvé que Ah oui, ben là. on a appelé ça, tu sais, moi, je t'ai fait la joke Good Morning F1 ou Bon Matin F1, Ouais, on pourrait ouais. rebaptiser ça, là, ces épisodes-là, mais le monde trouvait qu'on était très tranquille, la voix était posée, trouvait que autant qu'on avait notre énergie, nos émotions, bon, on prenait ça plus tranquille, là. Tu sais, on voyait que c'était plus Ben, tranquille. en fait, il y a beaucoup de facteurs, hein. Ouais. Bon, il était tôt, on le sait. Deux, j'étais dans une. Je le cache pas, j'étais dans une chambre d'hôtel à Montréal, donc Ouais. je suis pas du genre à la et que réveiller tout le monde. Et surtout, notre ami commun, Phil, m'avait amené au Rocket et j'avais perdu ma voix. Oui. Il parlait dans l'oreille parce que le son était très fort. Donc là, j'ai plus de voix 2 jours avant, fait que j'étais en train de la récupérer. Un Là, gros, je un, l'ai, ma voix, là. un gros match 0-0, là, ça, c'est assez pour perdre ta voix, là. Oui, tout à fait. Bon, si on regarde côté actualité, avant qu'on se lance là-dedans, parce que c'est notre bonne habitude, comme on fait toujours le tour de l'actualité dans le monde de la Formule 1, mais je voulais avoir ton opinion. Je pense que ça se prête bien, là. C'est quand même une nouvelle technologie. C'était le premier Grand Prix. On t'a pas parlé depuis ce temps-là. C'était notre question du jour aussi qu'on demandait lundi. Question du jour présentée par nos amis de Sona Viking. Si vous voulez répondre, là, c'est sur Spotify. Vous pouvez le voir en bas de la section commentaires. On met ça sur YouTube, sur Facebook. Vous avez été nombreux à vous prêter au jeu déjà. Mais moi, je voulais savoir, toi, François, les nouvelles réglementations, les nouvelles voitures, est-ce que ça t'a convaincu avec une course ou du moins est-ce que ça t'a rassuré un peu? Ça m'a rassuré, oui, parce qu'on s'entend que le début de la course a été quand même très excitant. Euh, En même temps, ça m'a rassuré, je veux dire 50-50, parce que j'étais un peu inquiet quand je vois que ça n'a pas perduré dans le temps. Évidemment, bon, Ferrari a un peu lâché la balle au bon, puis Mercedes, bon, s'est établi clairement comme favori. Et là, ben, évidemment, on en a discuté, nous, tu en as discuté avec Simon aussi. Est-ce qu'au 1er juin, ces affaires-là vont changer? Moi, j'ai l'impression peut-être que même que Mercedes n'a pas montré toutes les couleurs de on va dire, de leur en Final. tout cas, de leur arsenal, parce que en anglais, ils disent sandbagging, là, peut-être parce qu'ils l'ont fait par le passé, ils se retiennent peut-être un peu, puis finalement, lorsqu'ils vont devoir corriger certaines choses, ben, ils vont peut-être déployer toute leur force. En même temps, Simon l'a évoqué, l'échantillon est maigre à date, donc on va le savoir au fur et à mesure des Grands Prix. Mais je ne veux pas m'emballer comme j'avais fait un peu à la dernière réglementation. Il y avait une belle bagarre entre Verstappen et Ouais. Leclerc. C'était à Bahreïn.
Ouais. Je me rappelle bien, j'étais wow, c'est super ça, wow, méga course. Donc, on a eu le droit à une belle bagarre entre Russell et Leclerc. J'ai apprécié. J'étais un peu plus inquiet pour les batteries. Puis je me suis rendu compte que les pilotes ont été en mesure de bien les gérer à Melbourne. Puis on disait que c'était un circuit qui était difficile là-dessus. Eh bien, ils ont trouvé une façon à eux de recharger leur batterie en levant le pied, là, le fameux lift and coast ou relâche et laisse-toi aller. Donc, j'étais content du premier Grand Prix, somme toute. Puis, j'ai bien hâte d'avoir un échantillon un peu plus large. Le fait que c'était en Australie aussi, puis que c'est pas. Si ça avait été à Bahreïn, c'est un endroit où on a déjà eu des bonnes courses. Je Ouais. veux pas dire qu'on a toujours eu des mauvaises courses en Australie, mais je veux dire, tu sais, comme tu faisais le lien avec 2022, les bagarres entre Charles Leclerc, Verstappen, évidemment, Verstappen, sa voiture avait rendu l'âme avant la fin. On avait été privé Mm. de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Bahreïn, c'est quand même un circuit où ce que, dans plusieurs époques de la F1, on avait eu quand même des belles bagarres. C'est un endroit qui est Ouais. propice à donner des bons spectacles. L'Australie, où ce que je trouve ça encourageant, c'est que c'est pas l'endroit qui est le Grand Prix d'Australie, il faut pas manquer ça. Ça va être plein de rebondissements. C'est pas cet endroit-là. On n'est pas habitué à ça normalement. Puis là, on nous a quand même donné une bonne course. Fait que moi, je trouve que Mhm. ça, c'est un élément positif. Tu parlais des Mercedes, là, leur on peut dire domination après une course, là, on tombera pas tout de suite là-dedans. Mais quand Mhm. même, on a vu que c'est pas juste le moteur. Je pense que le châssis aussi avait l'air de faire un bon travail. Le fait qu'ils ont réussi à préserver leurs pneus, on sait que c'est pas trop abrasif en Australie. Est-ce que, tu sais, moi, je soulevais l'inquiétude face à ça. Pour moi, c'est ce qui m'a inquiété le plus et non le, le ratio de compression, puis tout ça, pour ce qui va arriver le 1er juin, c'est de voir à quel point que dans une première génération de voitures, à la course 1, on était capable de prendre le pari de dire, ben nous, on va aller jusqu'à la fin, on va mettre les durs tout de suite au Mhm. 12e tour, 13e à peu près, on va mettre les durs, puis on va se rendre jusqu'à la fin. On savait déjà que la voiture pouvait le prendre, puis que possiblement que c'était une possibilité qu'on pouvait faire ça. Au jour 1 de la nouvelle réglementation, ça m'inquiète. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va être obligé de parler au courant de l'année, de ramener l'histoire des 2 arrêts obligatoires, surtout si Mercedes est capable, a ce tour-là dans leur sac, là. Ben, Mercedes me font penser un peu à McLaren l'année dernière. Tu sais, c'est une voiture qui est bien équilibrée et complète. Fait que, Oui. oui, le taux de compression, c'est une chose, mais c'est pas ça qui va te faire gagner la course en bout de ligne. Tu, tu dois avoir une voiture bien équilibrée et complète. Donc, clairement, là, c'est un bel outil. Et est-ce que ça va perdurer dans le temps de la saison? Est-ce que l'histoire du taux de compression va amener un peu plus de parité après le 1er juin? Et encore une fois, Simon l'a évoqué, il y a d'autres gens qui peuvent faire leur devoir au Oui. courant de la saison et revenir fort en milieu de saison. Et pour Mercedes, il faut prendre le plus de points lorsqu'ils le peuvent parce que ça se peut que ça ne dure pas. Quoique, ils sont très bien partis à date avec ce qu'on a vu pour le peu d'échantillons qu'on a. D'une question du jour à un autre, je vais donner tout de suite celle qu'on a Mhm. décidé de mettre en place cette semaine. On demande aux gens, puisque c'est le premier week-end sprint de la saison, ça tombe vraiment drôle qu'on a fait un dos à dos, la traduction francophone qui avait été amenée par Claude Julien, ancien entraîneur du Un dos Canadien, à qui dos. faisait des matchs dos à dos. Ouais, c'est ça. Ça n'a Fait qu'en pas de tout cas, sens. des grands prix dos à dos, ce que ça fait, c'est que en début de saison, c'est pas évident. C'est déjà un défi en soi. Puis là, en plus, on dit, ben, on va lancer une balle coupe, on va faire un week-end sprint avec la nouvelle technologie et tout ça. Mais j'avais envie de poser la question aux gens parce que je sais la réponse. J'ai pensé à toi, justement, dans les choix de Mm. réponse parce que je sais déjà celle que tu vas choisir. On demande, présenté par Sona Viking, la question, c'est votre opinion sur les week-end sprint. Plus de courses, c'est parfait. Ça, c'est toi, ça. Oui, c'est moi ça. Après ça, ça dépend du circuit. Ça, c'est plus moi, ça. C'est plus. Moi, j'aime ça les sprints, mais pas n'importe où. Ben, Puis la j'ai dernière. l'astérisque pour ça. Parce que, Oui, tu sais, tu sais que je ne suis pas fan d'accord. nécessairement de tous les circuits en course sprint, mais ça reste que je préfère d'avoir une course sprint que pas de course sprint, peu Pas importe le de course. circuit. Puis la Ouais. dernière, ben ça représente pas nous deux, mais je suis certain que ça représente des gens. Il y en a qui aiment pas ça, les sprints. Donc, c'est arrêtez ça, s'il vous plaît. Ça, c'est votre troisième choix de réponse que vous avez, c'est de dire on met fin à Mm. ça, les sprints. On veut plus en voir. Donc, vous pouvez participer, je l'ai dit, section, vous voyez la petite pochette de l'épisode, vous faites juste descendre, il y a une section commentaires et en bas de ça, vous allez trouver la question sondage avec les choix de réponse. Vous n'avez même pas rien à écrire. Si vous voulez rajouter dans les commentaires, ça nous fait plaisir de vous lire. Et si vous voulez juste cliquer sur quelque chose que vous êtes pas trop, il y en a qui sont pas trop. Moi, j'écris pas ben, il y a du monde qui sont comme ça, là. Fait que, en tout cas, Mhm. juste à cliquer. Puis ça va très vite en faisant ça. Premier sujet de la journée, ça va avec les nouvelles voitures, ça va avec la nouvelle réglementation. Je trouve ça positif. Tu sais, Verstappen a été
assez verbal sur son état d'âme sur une nouvelle voiture. Ensuite, Lando Norris qui, je le disais dans l'épisode de lundi, on dirait qu'il a comme tombé de son nuage. Là. Lui, il disait, bah là, si vous n'êtes pas content, prenez votre retraite, si vous voulez plus être en Formule 1 et tout ça. Puis là, tout d'un coup, la Mm. première course, il a comme réalisé de dire, OK, je serai peut-être pas champion. Ça va peut-être pas si facile que ça, être champion du monde une deuxième fois cette année. J'ai Mm. perdu ma bonne voiture, j'ai perdu mon avantage. Donc là, on dirait qu'il était moins content. Il y a Fernando Alonso, on l'a déjà dit, lui, il a plein de raisons de pas être content. Ensuite, Lance Stroll, mais lui, c'est plus contre la voiture. Il y a beaucoup de pilotes qui sortent, puis Hamilton aussi en début de saison. Mm. On avait parlé, moi j'avais mentionné que je comprends pas du côté de la F1, de la FIA, pourquoi qu'on consulte pas plus nos vedettes, nos têtes d'affiche. Surtout qu'on le sait, c'est pas comme si, ah ben c'est pas grave, ils vont prendre leur trou puis ils vont rien dire, ils vont dire ce qu'on leur dit, tu sais. On n'a pas des vedettes comme ça en Formule 1. Là. On a des Non. gars comme Alonso, Verstappen puis Hamilton qui se font pas donner des scripts, eux autres, là, ils vont dire ce qu'ils veulent. Donc, il me semble qu'en connaissance de cause, on devait prendre le temps et les consulter. C'était quelque chose que je vous apportais comme option. Là, je trouvais que c'est un défaut un peu qu'on a du côté de la F1 qu'on fait pas ça. Mais là, Verstappen a dit, cette semaine, avec une nouvelle approche, dit, ah, c'est pas parfait, mais on va attendre. J'ai des discussions avec la FOM, la Formula One Management et la FIA pour essayer de trouver des solutions. Là, je suis, ah, tiens donc. Peut-être au mieux tard que jamais, mais au moins on a Mhm. ouvert la porte à ces discussions-là. Est-ce que c'est une façon de les endormir un peu puis de dire ben là pendant qu'on leur parle, ils vont arrêter de faire de la mauvaise presse dans ce début de saison-là, qu'on ait juste quand on se promène sur les réseaux sociaux, juste des petits commentaires de partout qui sont toujours négatifs envers les nouvelles voitures, c'est pas bon pour le sport. Est-ce que c'est une façon de les amadouer, de les endormir, de les engourdir un petit peu, ou c'est simplement vraiment qu'on est ouvert je trouve ça un peu tard, mais quand même, à voir si on peut pas trouver des solutions pour, aider le spectacle, mais aussi garder nos vedettes. Puis je parle pas juste des vedettes, je pense l'ensemble des pilotes, Mhm. mais garder notre produit, parce que les pilotes font partie du produit, les garder heureux. Ben, je crois pas que ce soit là pour endormir parce Mhm. qu'ils ne perdraient pas le temps de faire ça. Ça en fout complètement, ça. C'est ça, ils n'ont pas le temps, ils ont pas le temps de niaiser, donc je pense pas qu'ils feraient ça pour rien. Ils ont peut-être senti finalement un peu de soupe chaude arriver, puis dire bon ben c'est le temps d'écouter nos pilotes. Puis toi et moi on a eu cette discussion-là. Pilote comme Alonso en premier lieu, qui a Oui. connu combien de générations? 5 générations de véhicules, si on parle V10, V8, hybride, Il est arrivé en ben, ça, 99. Il est arrivé ouais, donc, ouais, 99, donc, Alonso. c'est Ouais. ça. Fait que c'est beaucoup de changements de réglementation en Oui, 99, c'est Dieu bien du des ciel. voitures. Donc, beaucoup de monde nous écoute. C'est quoi? Quelle année? Tu sais, donc, on est loin. Hamilton, bon, lui est arrivé dans le temps des V8. Donc, écoutez ces pilotes-là qui ont de l'expérience. Puis, on a mis Verstappen qui, lui, est arrivé un peu plus tard, mais qui en a quand même connu 3. Donc, Puis on parle écoutez aussi ces de gens-là. Hamilton, un peu moins. En tout cas, je l'ai jamais vu faire ça. Mais tu sais, Alonso est allé faire d'autres séries de voitures. Il a fait de C'est l'enduro, vrai? il a fait de Ouais. l'Indy. Tu sais, Verstappen le fait aussi, que ce soit par Ouais. la simulation ou au Nürburgring. Donc, je dis pas que ça aide nécessairement à décider qu'est-ce que les F1 vont avoir l'air, mais tu peux quand même trouver des avantages dans d'autres séries qui pourraient peut-être bien se prêter, non seulement au spectacle, mais aussi à ce type de monoplace-là. Ben, c'est de l'information utile. Tu sais, la versatilité d'un pilote qui a essayé beaucoup de choses, je trouve que ça lui donne beaucoup de crédibilité. On pense, mettons, localement, moi, je pense à Alex Tagliani qui a fait beaucoup d'IndyCar. Ben, quand il Oui. a arrêté de faire l'IndyCar l'année d'après, il n'a jamais été autant sollicité. Il est en endurance, en prototype, en NASCAR, NASCAR Canada, en GT3. Nommez-le la catégorie, le gars a conduit tout dans sa vie sauf des F1. Donc, c'est quelqu'un qui avait quand même beaucoup de crédibilité. Donc, c'est un peu à l'instar de ça. Alonso en a fait énormément. Puis c'est des gens qui sont intéressés à courir. Hamilton, un peu moins, on le voit moins s'extirper de ça, mais je mets Verstappen et Alonso dans la même catégorie là-dessus. C'est des gars qui connaissent beaucoup de types de véhicules, donc je pense que leur opinion pèse dans la balance. Si on regarde vers l'avenir, là, quelle amélioration? Si toi, tu sais, François Goulet avait la chance de prendre la parole, c'est quoi que tu voudrais changer? Je pense que le compromis 60-40, c'était la meilleure alternative, mais il est trop tard pour faire ça. Je pense pas qu'on va modifier tout Mm. pour aller vers là. Y a-t-il quelque chose vraiment? Tu sais, moi, j'ai l'impression que je vois pas la solution, à part jouer sur où est-ce qu'on rajoute des boosts ou des zones de dépassement, mais je sais même pas si le moteur peut le prendre, parce que là, à date, on est au deuxième Grand Prix de la saison, puis on a encore mis simplement une zone. Donc, je m'attends à ce que ça soit ça. Puis c'est toujours la ligne des puits, ben, la ligne d'arrivée Mm. qu'on met. Euh, je sais, tu sais, je comprends, là, Verstappen, il dit on parle, puis on essaie de trouver des choses, mais j'essayais, moi, de mon côté, de voir sont où les solutions. Qu'est-ce que, une fois qu'on est rendu au deuxième Grand Prix de la saison, voir plus loin que ça, après ça, quand on va décider d'aller vers une option, qu'est-ce qui reste? Ben, là, tu vas peut-être
il y en a qui vont peut-être moins aimer ce que je vais dire, mais je pense que Ouais. la meilleure solution, c'est de remonter dans le temps. Parce que la F1 était plus excitante, puis Simon, je pense que si Simon était là, peut-être serait-il d'accord avec moi, quand elle était moins technologique. Là, OK. maintenant qu'elle est plus technologique, c'est toujours plus pointu. Évidemment, à l'époque, l'aérodynamisme était là, mais pas à outrance. Donc, Mhm. il essaie de trouver des artifices ou d'autres choses pour amener, on va dire, solliciter des bagarres. Tandis que dans le temps, les bagarres se faisaient organiquement. C'est de voir un peu. Puis, tu sais, moi, si c'était rien que de moi, on amènerait des V10, mais on sait que les manufacturiers sont là pour avoir des technologies qui peuvent appliquer sur leur voiture de route de tous les jours. Donc, on peut pas revenir en arrière, malheureusement. Fait que si vous voulez, écouter des vieilles courses sur YouTube. Cela dit, écoute, je n'ai pas la recette parfaite. Là, ce que j'ai aimé à Melbourne, c'est de voir justement la gestion de batterie de tout le monde. Euh, on est rendu là. Regarde, Ouais. on est en 2026. Le 60-40, je pense que tu marques un point parce que là, un peu trop de batterie. Je pense qu'en ce moment, c'est pas 53-47 pour être vraiment exact, là. Ouais, Je puis on sais, fait je 50. pense que c'est On, ça. on On dit se dit 50. 50-50, mais tu sais, il y en a qui l'ont mieux géré que d'autres. Puis ça, ce que j'ai aimé, par exemple, c'est de voir cette télémétrie-là, qui n'était pas toujours présente lors du Grand Prix. Oui. Moi, lorsqu'il y a des bagarres entre pilotes, là, montrez-nous ça. Moi, je veux. OK, si vous le mettez là, donnez-nous au moins cette information-là pour qu'on puisse voir un peu, amener de l'intérêt, puis solliciter notre intérêt à nous en tant que spectateurs de voir un peu qu'est-ce qui se passe et comment les gens gèrent. Parce que moi, ça a été divertissant pour moi de voir ça. Puis quand j'avais pas cette information-là, je trouvais ça plus tannant un peu. Genre, OK, mais qui a fait mieux son travail? Ouais. Donc, au moins aller dans cette direction-là au nom du divertissement. Ça a été quelque chose qui a été critiqué, puis je te dirais que ça m'a surpris, moi, qu'on ne s'est pas mieux préparé. On savait qu'on s'en allait vers là, puis trouver une façon, justement, de créer un visuel, parce que le Mhm. fameux DRS, autant que c'était critiqué, c'était très facile à voir. C'était évident. Ah Une fois ouais. que tu comprenais le principe que l'aileron arrière ouvre, ben, tu étais capable de savoir, ben, lui a son DRS, l'autre, il l'a pas. Tu étais capable de comprendre aussi avec le graphique qui est toujours positionné à gauche de l'écran, en bas d'une seconde ou pas. Ouais. C'était de l'information qui était facile à, à assimiler une fois que tu le savais, là, une fois que tu Mhm. expliquais ça à quelqu'un, un nouveau qui commence la Formule 1, c'est ça. Ben, lui-même pouvait se débrouiller puis avoir les informations facilement en quelques coups d'œil, savoir en moins d'une seconde, OK, son aileron va ouvrir, oui, l'aileron Mhm. ouvre, zone DRS. Là, je trouve que le boost, là, dans le fond, ce qu'on donne, en tout cas, le boost, c'est le meilleur mot que j'ai ce matin. Là. Ouais. À 7h40, on va prendre boost. Mais en Marc, tout cas, le surplus de puissance. le surplus de puissance. Mais tu sais, ils appellent ça mode dépassement, là. Ouais. Mais dans le Ouais. mode dépassement, ce qui arrive, ben là, on le sait pas. Tu ne sais pas que le pilote le prend. On s'en doute parce qu'il est à moins d'une seconde, mais c'est pas aussi évident. Mhm. Faudrait qu'il y ait quelque chose qui allume. Mais encore là, tu sais, je comprends qu'il y a bien des graphiques, puis à un moment donné, on veut pas un sapin de Noël à gauche. Mais juste pour dire une petite ligne, une petite, je sais Mhm. pas, une petite éclair, une petite, n'importe quoi. Tu sais, Ils quelque vont chose qui, s'ajuster. Ils ouais. vont s'ajuster, c'est sûr, Ben, là. j'ai été surpris que ça n'a pas été fait pendant la saison morte. On le savait qu'on allait vers là. Ouais. Je dis, c'est correct, ils ont 20 quelques grands prix, peut-être qu'on va en avoir moins cette année. Puis on était bon du côté de la F1. Tu sais, on rattrape la balle au bon. On nous présente des fois des nouveaux graphiques au cours de la saison. Tu sais, il y a quelque chose qu'on fait maintenant là, quand on monte la vue d'en haut, puis on met les noms de qui est dans les voitures, aussi un peu comme Mhm. on fait au hockey. Tu sais, ça, c'est des choses qu'on fait bien. On écrit aussi souvent le dernier tour, on le marque sur l'asphalte un peu le même principe comme au football, là, on met la fameuse ligne jaune puis dire combien de verges qu'il y a à faire, tout ça. Mais ça, on le fait des fois aussi. On réussit à mettre des graphiques qui semblent réalistes dans l'image sans justement inonder ou que ça vienne d'une pollution visuelle. Fait que j'imagine on va être capable de s'ajuster. On l'a pas fait, mais ça a été une des critiques. Je pense que c'est une bonne idée si on veut justement embarquer les gens dans ces nouvelles technologies-là. Puis le fait qu'on comprenne aussi les bagarres qui se disputent à même les pilotes avec ces nouvelles technologies-là. Je pense que ça serait intéressant qu'on aille vers là. C'est un bon point que t'emmènes parce que c'est quelque Mhm. chose que je m'en allais oublier de mentionner, mais c'est vraiment quelque chose qui a retenu l'attention de bien des gens lors de la première course. Donc, c'était un très, très bon point de mentionner ça. Les gens veulent qu'on parle de ce sujet-là qui retient énormément l'attention. C'est on en avait parlé au début de la saison, tu te rappelles, Christian Horner, Mhm. qui s'en cache pas. On parlait qu'il aurait déposé. Il y a des intentions de revenir en F1, bien sûr, qu'il aurait déposé une offre à Alpine. Alpine était sorti public pour dire, ben c'est pas nous qui vend des parts à Christian Horner ou qui demande aux gens de soumettre des offres. C'est plutôt le 24% qu'on avait vendu à un consortium qui s'appelle Mhm. Otro Capital. Là-dedans, on se rappelle plutôt des noms connus comme Pat Mahomes, joueur des Ouais. Chiefs de Kansas City. Il y avait Rory McIlroy, joueur de golf. Ensuite, Travis Kelce qui joue avec les Chiefs aussi. Anthony Joshua, en tout cas,
les Il n'y a pas personnalités. Ryan Reynolds aussi là-dedans, Ryan je Reynolds est pense? là-dedans aussi. Ouais, Il y a tellement ouais. de monde, c'est ça. Fait que dans le Ah, fond, c'est cool. c'est ça. Il y a beaucoup de personnalités connues, donc qui ont ce 24%-là de Alpine. Ça avait fait bondir les actions de l'entreprise, bondir les sommes des différentes écuries, leurs valeurs. Donc là, ce qui arrive, c'est que Toto Wolff aurait aussi déposé une offre pour ce 24%-là. Donc, même s'ils, Ouh, oui, hein, c'est de bonne guerre, même oula. s'ils ne sont plus sur la grille ensemble, ben, ils trouvent encore des façons de compétitionner. J'ai l'impression que c'est une façon pour Toto de nous montrer qu'il s'ennuie de Christian Horner, de dire, ben, je peux plus me battre contre lui sur la piste, je vais me battre contre lui avec mon portefeuille. On sait qu'il a beaucoup d'argent, Toto Wolff. Je suis pas certain que Christian Ah peut ouais. le rivaliser avec ça. Mais c'est sûr que la question vient. Moi, je dis, ben, il s'ennuie de lui, mais c'est peut-être le contraire. Il va être tellement sûr de ne pas le revoir sur la grille de départ, qui dit sur la grille ou dans les paddocks, qui dit, bon, moi, je l'ai l'argent, m'en faire une offre. Puis en plus, il y a des bons contacts avec Alpine. Alpine est maintenant un client Mercedes pour Mhm. s'approvisionner en groupe motopropulseur. Ça, c'est la première façon de voir la situation. Ah, il veut tellement pas qu'il revienne qu'il dépose une offre. Moi, j'essaie de le voir d'un point de vue plus stratégique. Là, je me dis, je peux pas croire qu'il déteste à ce point-là de dire, ah, je vais dépenser de l'argent, je vais acheter. Faut qu'il y ait quelque chose derrière ça. Je pense pas qu'il veut juste bloquer Christian Horner. Donc, d'un point de vue stratégique, on se rappelle, l'histoire de Kimi Antonelli, ça se passe bien présentement, mais on est obligé de faire une place. C'est sûr que Lewis a ouvert la porte, il est parti. Mais on est obligé de se dépêcher à amener un jeune de 18 ans parce que ça n'a pas été évident de lui trouver une Mhm. place. Comme avant, employer un pilote chez Williams, c'est une alternative, on dirait qu'on n'a pas Mhm. exploré. Est-ce que c'est parce que la porte est fermée ou c'est parce que c'était trop compliqué de le faire? Puis là, on a dit, on veut tellement pas perdre un jeune qui montre on veut lui faire une place, donc on lui a mis à même la grosse écurie. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait pas déranger Toto Wolff un peu de dire, ben, dans le futur, je veux pas me faire avoir, donc ça serait pas une mauvaise idée d'avoir une écurie de développement à l'image de Red Bull avec Mhm. dans le temps Toro Rosso, AlphaTauri et maintenant on appelle ça Racing Bulls. Donc d'aller dans cette même lignée-là, on sait que son nom m'échappe là, mais on a un jeune pilote présentement qui est dans les sous-catégories de mémoire, je pense qu'il est en F3 régional, qui appartient à Mercedes. Donc, est-ce qu'on voit déjà quelques coups en avant de dire, hey, ce gars-là, s'il monte un peu vite, on peut le perdre juste parce qu'on n'aurait pas d'option à lui offrir? Penses-tu que c'est de ce côté-là qu'on voudrait avoir une autre écurie ou c'est simplement pour placer de l'argent ou essayer de bloquer Christian Horner? Euh, la deuxième option me semble plus intelligente parce que les écuries, je vais les dire satellites en faisant mes fameux guillemets. Tu sais, Red Bull a toujours ça et on en a, ça a chialé un peu, excusez-moi l'expression, lorsqu'il y avait eu bon, plus ou moins ingérence là, avec Racing Bull et Red Bull pour favoriser il y a quelques années. Euh, Haas est l'écurie, on va dire, satellite de Ferrari. Hein. Oui. Bearman est un pilote, on va dire, dans le giron Ferrari, conduit pour Haas, fournit les moteurs. Dans le cas de Alpine et Toto Wolff, là, c'est une question de. Red Bull, on parlait de droit acquis. Tandis que là, est-ce que ça serait, mettons, avant de parler du volet jeune pilote, parlons du volet légal de ça. Est-ce qu'une personne qui a des intérêts dans une écurie peut, sans droit acquis, aller chercher des intérêts dans une deuxième écurie, avoir un droit de vote de plus, peut-être? Là, mettons, influencer des votes. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Parce qu'il y a peut-être conflit là, à ce moment-là d'intérêts. Pour le côté recrutement, etc., je trouve que ça serait une bonne idée, par exemple. Le conflit d'intérêts m'est venu en tête aussi, mais tout de Mm. suite, le lien, je me dis, ben, il doit déjà avoir pensé que si on laisse Red Bull faire ça, Mais ils ben, ont un droit acquis. c'est ça. Oui, il y a un droit acquis, puis tout le monde avait pu. Tu sais, c'est pas comme si Red Bull avait couru pour acheter une autre écurie. Il y avait une écurie à vendre, puis pour sauver, il y a quelqu'un qui a levé la main, puis il a dit, ben, gars, nous autres, c'est Ouais, important c'est ça, là. on garde. Là, c'est pas la situation. Là. Personne n'a chialé à l'époque quand Mateschitz a Non. acheté parce que sinon on allait en perdre une. Ah oui, puis j'oubliais, pour l'argent, Horner peut en emprunter à sa blonde s'il veut. Sa femme, pardon. Ah ouais, ouais, Anna, de l'argent épicé. Les deux, ils n'ont. Puis c'est justement, j'en parlais avec la mienne l'autre fois. On parlait de Drive to Survive de l'autre saison. Tu sais, quand Horner a perdu son emploi, j'ai dit, ben, il a reçu une centaine de millions pour ça. Elle dit, ah, ben, elle capotait. Tu sais. J'ai dit, ben, moi, il me semble que tu sais, j'ai une belle épouse, un beau terrain. Il me semble que je profiterais de ma retraite, mais c'est pas Christian Horner. Donc, ces deux gars-là se respectent beaucoup, même ils ont une rivalité incroyable. Ces deux gars-là ont les derniers championnats des 14 dernières années, presque, là, si on exclut McLaren. Donc, tu sais, je veux dire, peut-être s'ennuie-t-il de lui, ou peut-être qu'il veut pas du tout l'avoir, sauf que ces gars-là ont un certain respect, on l'a vu.
Puis, si c'était pas de la rivalité entre les écuries, peut-être que ces gars-là seraient les meilleurs amis du monde. Mhm. Mais C'est c'est tout, Kenzo. ça pend dans l'air. Kenzo Craigie, le nom que je cherchais du jeune pilote Mercedes là, qui grandit très vite, qui a justement commencé avec une victoire, là, je pense en Formule 3, qui a fait ses débuts. Donc, ça pourrait être là qu'on voudrait dire, est-ce qu'on veut garder une option ouverte? Le fait aussi que, est-ce qu'on veut être sûr de conserver un client Mercedes? Il y a plusieurs alternatives derrière ça, mais comme tu dis, l'argent, Christian Horner, il y en a, lui, avec sa femme, il y en a aussi. Toto Wolff, de son côté avec Suzy aussi, mais en tout cas, ça reste à voir, mais c'est un dossier qui pourrait évoluer. Mais ils sont pas les seuls dans ce dossier-là, parce que le fait que la F1 est en Chine, ben, ça leur a ramené les pourparlers la possibilité de voir une écurie chinoise arriver sur la grille, ben, pourrait se concrétiser dans un avenir à court terme plutôt qu'à long terme. On se rappelle que le président de la FIA, notre ami Mohamed Ben Sulayem, avait mentionné que lui, il voulait avoir des intérêts chinois en F1 sur la grille. Si on prend par exemple un sport qui fonctionne très bien aux États-Unis, à l'international, la UFC, depuis qu'on a réussi à avoir une championne chinoise, ben, ça le fait bondir les actions de l'entreprise, bondir le prix des événements à la carte, toutes ces choses-là, parce que c'est pas un secret, les Chinois, il y en a plusieurs sur la planète. Oui. Donc, Oh, oui. si on est capable d'aller chercher ce marché-là, puis je pense que c'est ce qu'on voit du côté de la FIA, donc ça nous intéresse. Sauf que ça prend des intérêts chinois qui veulent investir, qui ont de l'argent, mais qui sont aussi capables de pas être une honte. Là, on l'a dit dernièrement là, dans des discussions avec Cadillac et tout ça. Simon le réitérait que pour lui, des projets non sérieux, ça n'existera plus en Formule 1. Là, c'est l'entreprise BYD, qui est un gros compétiteur de Tesla, qui retient beaucoup l'attention ici au Canada dans les derniers mois, puisqu'on veut autoriser les voitures chinoises à venir ici, là, à faire partie de notre marché du parc automobile. Donc, un compétiteur direct de Tesla fait des voitures électriques qui se dit, bon, il y a de plus en plus d'électrification en F1, ça nous intéresse. Toi, tu vois ça de quel œil? Est-ce que pour toi, quand on parle de projet sérieux, est-ce qu'une entreprise comme BYD, c'est quelque chose qui t'intéresserait de les voir se mesurer à Ferrari, à McLaren, à Ford, Honda et compagnie? Ou pour toi, ben, qu'on est dans les voitures électriques, puis pas nécessairement d'intérêt de les voir s'ajouter à la grille. Bah, je les verrais plus aller en formule électrique C'est ça. qu'en Formule 1. Puis Débuter par pour là, ce au qui est... moins. C'est Hein? ça. Puis Ouais. déjà, ils ont eu assez de misère à adopter un projet sérieux comme celui de Cadillac. Il a fallu leur enfoncer dans la gorge. Je parle Mhm. aux équipes et non pas à la FIA. On parlait d'Otmar Safnauer qui avait aussi, lui, un projet dans l'air. Oui. Là, on ne sait pas où il est rendu avec ça, mais on risque d'en reparler au courant de la saison, peut-être, s'il y a des développements là-dessus. Mais une écurie chinoise, écoute, il va falloir. Ben, ça pour ce qui est d'avoir les fonds, j'en doute pas que ces gens-là l'ont. Oui, oui. Maintenant, ont-ils les capacités d'amener une écurie, un projet, ben, quand je dis sérieux, je vais dire compétitif. Oui. Parce que ça va toujours être sérieux, ça on le sait. Maintenant, est-ce qu'ils vont être compétitifs? Je ne sais pas. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a un facteur qu'il y a des garages limités sur beaucoup de circuits. Mhm. Est-ce que ces circuits-là modernes peuvent accueillir, là on a 22 voitures, est-ce qu'on peut en accueillir 24? Je peux tout de suite te dire qu'il y a certains circuits là, sur la grille qui ne pourront pas accueillir 24 voitures. Là. Ben, moi, c'est ce que je croyais. Mais depuis le début, quand on a parlé d'expansion, on disait toujours on veut emmener à 12 écuries. On veut emmener à Mhm. 24 voitures. Donc, j'ose croire qu'on n'a pas juste tiré ce chiffre-là dans un chapeau, puis qu'on a regardé le côté logistique de la chose, que oui, on est capable. À Monaco, ouais, je peux te dire que moi, je suis curieux de Ouais, voir ce que c'est ça va ça, avoir là. l'air, là. Déjà à 11 ou à Monaco cette année, ça va être Mhm. surprenant. Puis moi, c'est toujours, j'avais cette discussion-là justement avec mon père Claude, qui nous écoute toutes les Salut semaines. Claude. On le salue, ben oui. J'avais cette conversation-là parce que lui aussi, il se disait, ben là, il y a des places qui doivent pas être justement la même interrogation que tu disais, qu'il doit y avoir des endroits qui peuvent pas accueillir autant d'écuries. Je dis, le pire, c'est pas nécessairement quand que tout est beau puis sont dans leur garage, c'est que, comme la semaine passée, il arrive une voiture de sécurité, puis là, tu sais que dans les 2 prochains tours, tu vas recevoir 22 voitures qui vont vouloir changer leurs pneus. Tu sais, comme quand il y a de la pluie, puis là, finalement, si la pluie commence à s'assécher, tu sais, il y a des moments dans un Grand Prix, un moment X où ce que tout le monde veut venir au plus en même temps. C'est là, moi, que je trouve que ça devient dangereux Mhm. quand t'as une genre de danse qui se fait pas trop synchronisée puis pas trop répétée, de 11 voitures qui arrivent d'un coup puis là qu'on chevauche une l'autre puis après ça, tu sais qu'il y en a 11 autres qui s'en viennent. J'ai l'impression que c'est là qu'il pourrait arriver quelque chose, surtout dans des endroits très restreints.
Ben, ça fait partie du jeu, si on veut, Oui. mais moi, je me rappelais que je pense que c'était en Hongrie, si je me trompe pas. Je décrivais une course de simulation d'F1, puis je me rappelle qu'il y avait une des écuries, elle, que le garage était à l'opposé des autres, et OK? comme derrière. Donc, j'ai fait, OK, bon, on voit quand même un peu la vieille construction. Mais la danse dans les puits, ça m'inquiète un peu moins parce que lorsqu'il y a surcharge, on va dire, des puits, entre 22, 24 voitures, ça change, ben, de mon côté, ça change pas grand-chose. Ils sont tellement serrés entre eux. Puis c'est drôle parce que ça me rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière. Je pense que c'était Verstappen qui avait un arrêt au puits avec une Racing Bull. Arial et Puis Blad, ouais. il était, ouais, ça, puis il est arrivé pour sortir. Il a comme arrêté. Puis il est reparti. Puis là, le commentateur dit Ah, Verstappen, tu sais, genre, il parlait de cafouillage ou quoi que ce soit. Non, il attendait juste que Lindblad Ouais. sorte pour pas avoir ce qu'il appelle un unsafe release, donc une sortie non Une sécuritaire. pénalité. C'est ça. Donc, c'était juste ça. Il était vite là-dessus. Mhm. Mais Ça, c'était drôle qu'il était c'est coincé. l'espace, hein, parce que il Ouais. va falloir, ben, pour finir là-dessus, Oh, oui, oui. tu sais, il va falloir que des gens fassent des rénovations, puis c'est des gros investissements. Il y en a qui n'ont pas l'espace, probablement comme à Monaco. Donc, moi, je suis pour qu'il y ait plus de voitures. Maintenant, il va falloir qu'il y en a qui se creusent les méninges pour les faire rentrer. Comment qu'on va, c'est ça qu'on va gérer tout Les ça. architectes vont faire des sous. Ouais, mais déjà, tu mentionnais Hongrie, on a tout refait la ligne des puits, hein, on a tout refait les garages, tout ça. Donc, j'imagine, en tout cas, j'ose croire qu'on a pensé à ça. Puis Montréal, ben, ça a été fait récemment aussi. Ah ah. On fait ça en Ont-ils cons- prévu ça? Peut-être, je sais pas. Ben, j'espère que ça a été fait dans les travaux. Je sais que le toit coule, si on n'a peut-être pas pensé à ça, qu'il y aurait de la pluie. Mais c'est ça qu'on a pensé au nombre de portes qui pourrait avoir une plus grosse demande. Quelque chose que m'a fait sursauter, OK, cette semaine. Simon a commencé à me glisser ça dans le podcast de lundi. Ça a continué, j'ai continué de lire là-dessus. C'est AJ Newey qui est sorti pour dire, ah, on a su en novembre, donc il y a quelques mois à peine, que ça allait pas bien pour le moteur Honda. Puis le bout, ce que moi j'ai accroché, que je le crois pas, je m'excuse, je n'ai jamais dit que Adrian Newey est un menteur, mais là, j'ai vraiment de la Mhm. misère à croire ce qu'il me dit là. Il dit, on a su en novembre que ça fonctionnait pas du côté d'Honda, et on a su en novembre que les employés qui avaient travaillé sur les anciens moteurs Honda, donc les moteurs Red Bull, c'est plus les Mhm. mêmes qui font notre moteur Aston Martin. Que n'importe Ben, qui dise ça, je me dis, peut-être que tu n'es pas au courant, mais J. Dewey était chez Red Bull. Il a ouais. vu là, le nombre d'employés qu'on a gardés. Il pensait-tu qu'il était en... Ou à moins que AJ Newey, c'est un gars qui a vraiment les œillères, puis il regarde pas les autres départements, puis lui, c'est moi, vision tunnel, moi, je suis concentré là-dessus. Puis ça me surprendrait pas que c'est le genre de gars comme ça. Sauf que je me dis, écoute, t'as des conversations avec d'autres mondes, t'étais chez Red Bull, t'as vu ces employés Honda-là qui ont dit, je retournerai pas au Japon, puis je vais travailler pour... Puis, tu sais, Christian Horner, dans les projets, il s'en est tellement vanté aux médias. Moi-même, j'étais au courant que c'était pas les mêmes employés Honda qui travaillaient sur le nouveau moteur. Comment Ben, que moi, je peux savoir ça, mais pas AJ Newey? ben, écoute, on a parlé, je pense, Pendant à un an. tous les Ouais. podcasts depuis, ben, mettons, dans les derniers mois, là, ceux qu'on a fait depuis, mettons, fin de saison, les Bien avant entre-deux-saisons. novembre, là. C'est Moi, ça. Ouais. on l'a évoqué, je dis, fort probable que les meilleurs cerveaux, parce qu'Honda s'est retiré, Mhm. Honda est très girouette, hein, ah, on s'en va, on vient, on s'en va, on vient. Ouais. C'est retiré, Mon dernier puis bye-bye. il y a des beaux emplois bien payés chez Red Bull Powertrain. Donc, on se l'est dit que les meilleurs cerveaux avaient probablement transféré chez Red Bull Powertrain. Donc, moi, ça m'étonne qu'Adrian Newey, comme tu dis, il y a peut-être des œillères, il check d'autres affaires, mais ça m'étonnerait très fort que les plus gros cerveaux de chez Honda qu'ils ont réussi à aller chercher du temps de Red Bull, leur nom doit être dans des courriels, dans des rapports, ils doivent Ben se oui. rencontrer sur le terrain. Donc, tu sais, je sais qu'il y en a qui disent qu'ils se ressemblent tous, là, mais je pense que tu es capable de faire la différence. Ah Tu es ouais. capable de faire la différence là, avec Non, les gens avec qui tu travailles, je m'excuse. Donc, puis ça, je suis un peu scotché. Andy Cowell aussi. Lui est en charge de sa job de superviser ça. Je sais pas si le fait qu'on l'a mis directeur, ça a été ça l'erreur l'année passée, de dire au moment le plus important, là, où ce qu'on préparait la nouvelle saison, on a demandé à Andy Cowell de dire, ben, toi, tu vas voyager avec l'écurie, puis tu vas aller sur la ligne le mur des puits, puis tu vas devenir Mm. directeur. C'est peut-être la pire décision qu'on a prise, parce qu'on aurait dû le laisser se concentrer sur la nouvelle voiture. Sauf que lui aussi, supposément, c'est un voyage, là, tout bonnement. Ils ont fait un voyage au Japon, au mois de novembre, aller visiter les installations, puis d'un coup, ils se sont rendus compte, attends, c'est plus le même C'est monde, pas le non? même Vous avez monde. du retard, vous avez, écoute, moi, je trouve pas que ça les a aidés de raconter cette histoire-là. Si c'est vrai, moi, ça m'inquiète plus pour le futur que d'autres choses. Ça Ça va veut pas faire perdre la rassurer pas tout. crédibilité, là. Oui, exactement. Honnêtement, c'est pas ce qu'on s'attend de.
de ces gens-là, on s'attendait à ce qu'ils soient super sharp, très près, puis surtout ils ont eu le temps, là. Je trouve ces dernières minutes un peu pour nous dire des trucs comme ça parce Ouais. qu'ils se concentrent sur cette voiture-là depuis l'année dernière. C'est du temps qu'ils ont sacrifié au nom d'une bonne voiture pour cette année, puis ils l'ont pas. Fait que là, je sais pas s'ils essaient juste de se trouver des excuses pour, ben, on va dire, s'enlever un peu de pression sur les épaules, mais c'est pas satisfaisant. Parce que de mémoire, là, je vais vraiment, j'ai pas la date exacte, mais on n'est pas loin de l'anniversaire que Adrian Newey est arrivé chez Aston Martin. Ça va faire un an, là. Mhm. Fait que C'est vrai. lui est arrivé, mettons qu'on dit qu'il arrive au mois de mars. On le Dans sait, ces eaux-là. là, il se positionne, s'installe, puis c'est juste au mois de novembre qu'il entend parler du moteur. Ouais. J'ai vraiment, en tout cas, puis avec des Mhm. informations, comme tu dis, là, puis je dis pas ça pour nous lancer des fleurs, mais c'est quelque chose qu'on a mentionné tellement souvent qu'on Ben n'avait pas oui. les mêmes employés. On s'en doutait, nous autres, là. Ben, Tu sais, c'est sans ça. avoir les faits, on est comme, bah, c'est sûr qu'ils sont plus là. C'est ça. En tout cas, fait que, ce qu'on fera l'année prochaine, quand ils vont être en train de préparer leur nouvelle voiture, on demandera à AJ Newey de venir faire un tour au podcast, puis on lui dira tout ce qu'on sait. Peut-être que Oui, ça tout va à fait. l'aider, ça va lui rendre service. Là, je regarde ce qui se passe, c'est pas beau, pour Bahreïn Hmm. puis Arabie Saoudite. Non. D'après moi, en tout cas, j'ai l'impression, on va prendre une bonne vieille phrase de Bernard de Rome, mais si la tendance se maintient, on Ouais. va avoir pas mal moins de Grands Prix cette année. Il y a Imola aussi qui vont recevoir une course d'endurance quelques semaines avant. Donc, si on voudrait jouer les remplaçants, ça serait pas évident. Puis je pense qu'on n'a pas vraiment envie d'aller là du côté de la F1. Sûrement que c'est trop compliqué. Même moi, je regardais ça, je me dis pourquoi qu'on reste pas au Japon, mais est-ce qu'on veut vraiment faire 2 courses à Suzuka? Est-ce que c'est vraiment le fun? Je sais pas. Je sais pas la logistique derrière ça. Mais je sais que l'Arabie Saoudite travaille très fort avec la F1, trouver des solutions, essayer de faire le ménage dans leur cours aussi, Hmm. pour essayer de régler ça. Mais ce que je vais dire à toi, puis je sais que tu le sais, puis je vais dire à nos auditeurs, parce que des gens m'ont posé la question, s'il faut pas que ça se règle. Tu sais, le monde dit, ah ben on a encore du temps, c'est dans un mois. Faut comme ça, il est quasiment minuit moins une. Faut que ça se règle Ouais. cette semaine ou la semaine prochaine, parce que faut que tu envoies du monde préparer le Grand Prix. Puis là, tu peux pas dire, ben commence à mettre les publicités Louis Vuitton, puis tout ça. Attention à la bombe, mais installe attention au missile, mais va installer ça. Hey, même à la publicité Pirelli ici, attention, ils vont tirer. Tu sais, tu peux pas envoyer quelqu'un en temps de guerre contourner. Je sais qu'ils sont pas en guerre, l'Arabie Saoudite, les Bahreïn, mais le problème, c'est que leurs voisins tirent à peu près n'importe où. Fait que ça, en ce moment, tu peux pas envoyer les employés de la F1, ça serait pas logique de dire commencer à les préparer parce que nous autres, on s'en va tenir un événement d'envergure internationale dans quelques semaines, il faut que ça soit prêt. Donc, pour moi, là, je pense que faut que tout ce conflit-là se règle ou devienne très, très stable dans les prochaines heures, voire prochains jours. Sinon, j'ai l'impression que ces 2 Grands Prix-là, on les verra pas sur la carte. Je suis d'accord avec ça. Je trouve ça juste super triste, principalement pour ben, les deux, en fait. C'est deux Ouais, circuits qui sont le fun à regarder. Bahreïn plus pour moi, parce que c'est vraiment, je pense, une de mes courses préférées de l'année. moi aussi. C'est désolant, mais oui, il est minuit moins une, il faut prendre la décision vite. On ne peut pas prendre ce risque-là. On se rappellera que Aramco avait reçu un missile, si je ne me trompe Ben pas. oui. C'est quoi, il y a 3 ans, quelque chose comme ça? Pendant, c'est ça, le Yémen Pendant s'était la fin, révolté. Ouais, c'est ouais. ça, pendant la fin de semaine de course, tu Échappé sais, belle. c'est pas loin, là, on le voyait Mhm. à l'horizon, là. Donc, euh, je- au nom de la sécurité, c'est ça, c'est plate. Maintenant, il n'y a rien qui empêche de faire un peu comme dans le COVID, puis de recéduler, comme tu dis. Moi, peut-être pas le Japon, peut-être bien l'Autriche, que Ah, l'Autriche, j'aimerais je la ça, prendrais ouais. peut-être 2 fois, même Mhm. 3, donnez-moi là toute l'année s'il faut. Mais il y a peut-être des alternatives, mais en même temps, il y a tellement de circuits plutôt tellement de Grands Prix, ou d'autres circuits qu'on peut aller voir. Là, c'était Portimao, je pense qu'on avait eu. Tu sais, il y a Ouais. d'autres bons circuits qui pourraient faire office de remplacement. Peut-être pas pour Bahreïn parce que ça s'en vient vite. Arabie Saoudite, on a un petit peu plus de temps. Mais il y en a là, qui peuvent lever la main pour remplacer. Sinon, au pire, on aura 22 courses cette année. Puis, écoute, on va s'en contenter. Là. C'est peut-être pour ça aussi qu'on met plus de courses au calendrier, parce que là, au moins, on se Ouais, dit, ben, on en enlève, c'est moins grave. C'est pas le, pourquoi pas? c'est ça, exactement. J'ai l'impression qu'on les remplacera pas. Du moins, ça va dans ce sens-là, à moins d'un grand revirement de situation. Mhm. Autriche, bien sûr, où c'est un endroit où on aurait pu faire 2 tracés. Tu sais, je sais que la Chine a un autre tracé quand c'est les formules électriques, mais encore là, c'était trop dernière minute, puis on aurait peut-être pu s'organiser justement, faire 2 week-ends de course. Surtout que il y a beaucoup de déplacements à se rendre là, donc aussi bien faire en sorte que ça vale la peine. Mais parlant de Mhm. valoir la peine, là, c'est le temps, là. On s'est pas levé pour rien ce matin. Moi, Non. j'étais debout à 3 heures du matin. C'est le temps de parler de la journée de vendredi, fait qu'on passe tout de suite au week-end de course. Et
Eh bien oui, pour un dos à dos, parce qu'on a décidé que c'était ça le terme, c'est un deuxième week-end de course consécutif, le deuxième pour le championnat du monde 2026, le 20e dans l'histoire du circuit international de Shanghai qui a été instauré au calendrier en 2004, conçu pour ressembler au symbole chinois. Le savais-tu ça, François? Le symbole chinois Shang, qui signifie vers le haut. Je ne savais pas que c'était Ah, un ben moi, symbole. je connaissais ça. Voyons donc. Ah, culture Tu générale. savais pas que je parlais le Non. mandarin ou le cantonais? Je sais pas lequel des deux. Non, Comment en on fait, c'est toi qui me l'as appris dans ton texte. Ben, je savais pas. C'est ça, je l'ai su aujourd'hui. Je savais pas qu'il y avait une forme. Faut dire que, comme tu dis, on n'écrit pas le chinois, donc le mandarin, donc on peut pas savoir Ouais. que c'est ça que ça voulait dire, mais il y a une forme qui signifie un message, donc vers le haut. Dans ce tracé de 5,451 km, 16 virages, 9 à droite, 7 à gauche. Normalement, on pouvait atteindre des vitesses de plus de 320 km/h. Il va falloir parier que ça sera battu avec les nouvelles motorisations. 4 zones ligne droite. Donc, ça, c'est les fameuses zones où ce que on peut ouvrir l'aileron avant et l'aileron arrière. Il y en a 4 autour du tracé. Il y a une zone de boost, zone de dépassement, qu'on appelle, donc, que le pilote est capable de, s'il est à moins de 1 seconde de son adversaire à l'avant, est capable d'utiliser un surplus de puissance pour aller plus vite. 19 tours devront être complétés lors de la course sprint de samedi et 56 lors du Grand Prix de dimanche. Les gommes qui ont été apportées par Pirelli sont la C2, C3 et C4. C4 qui est la plus tendre pour ce week-end. C'est un cran, un niveau plus dur que ce qu'on avait la semaine dernière en Australie. Avant qu'on se lance un peu là-dedans, ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ça, je veux te demander, le Grand Prix de Chine, là, le circuit, là, t'es-tu comme moi? Moi, je l'adore, ce circuit-là. Et je l'aime. Une des raisons pourquoi je l'aime beaucoup, c'est quand on vient le temps de piloter dessus dans le jeu de course. Là, il y a une année, on l'avait enlevé dans un des F1, finalement, bien sûr, pendant la pandémie, puis on l'avait mis en extra, on l'avait ramené. Moi, c'est un circuit qui me plaît beaucoup parce qu'il y a de tout sur ce circuit-là en Chine. Est-ce que tu es du même avis, François? Oui, pour les mêmes raisons. Parce que c'est un circuit. Ben, il y a, comme tu dis, il y a un peu de tout. Fait que ça procure des opportunités de dépassement, place à l'erreur. Ouais. Les places que je préfère sur ce circuit-là, ben, premièrement, le virage 1 qui est interminable, qui Ouais. peut se négocier avec quelques lignes, on va dire, il y a plus qu'une ligne, mais c'est ce qu'ils appellent en anglais un late apex, donc un point de corde très, très retardé. J'aime cet endroit-là. Et j'aime aussi l'enchaînement 11, 12, 13 jusqu'au virage 14 que j'ai Mhm. rebaptisé le virage Stroll-Ricardo. Et, et aussi l'inclinaison dans le 13 qui permet aux voitures vraiment de déployer toute leur puissance. Donc, pour finir l'enchaînement, mettons, du 16e virage, là, le dernier virage avant la ligne de départ arrivée, qui est très piégeux. Avec le gravier est très près, donc il arrive vite. Si tu fais une erreur là, tu vas le payer très cher. Si je me trompe pas, je pense à un moment donné, il y avait de l'eau là après la petite descente. C'était Antonio Giovinazzi dans le temps qui avait perdu le contrôle là, juste en arrivant dans une petite flaque d'eau là. Mais Alonso avait rattrapé la voiture il y a quelques années là, à cet endroit-là aussi. Donc c'est toujours spectaculaire comme circuit. Pour l'avoir décrit aussi en course de simulation d'F1, ça donne du beau spectacle. Donc je suis très content. Là. C'est un de mes préférés dans l'année, certainement. Il y a la ligne des pluies qui est particulière aussi. Je sais pas Oui, si c'est vrai, l'entrée de la ligne des puits où je eh, pense Vettel, c'était-tu Vettel qui avait Hamilton, dépassé Hamilton, ce que je me Hamilton trompe. avait Ouais. perdu un championnat un peu à Mm, cause de ça. mm. Justement, Simon le rappelait dans son texte cette semaine, bienvenue en Chine. Puis quand on regarde ça, même dans le jeu, là, ou peu importe, dans la simulation, les jeunes pilotes, j'espère qu'on a fait pratiquer Arvid Lindblad, parce que quand tu arrives en course à pleine vitesse, c'est très traite, là, parce que faut que tu continues tout droit, faut pas que tu disputes le virage 16, puis là, tu te vois un peu plus loin, puis là, tu veux tourner, puis comme on dit, le changement de Thermax, s'il y a eu de la pluie ou quoi que ce soit, c'est Ouais. là que ça avait causé des troubles à Hamilton. Tu as bien de le mentionner aussi, virage 16, c'est spécial parce que si tu es trop agressif, tu vas en payer la note. Puis si Oh tu oui. l'es pas assez, c'est bon à rien. Faut que tu Mm. sois. T'as pas le choix d'être sur la limite sur ce virage-là. Vous allez voir, ben, vous l'avez vu si vous étiez debout cette nuit pour les séances de qualification. Faut rentrer très très vite. Des fois, faut déborder un petit peu, faut faire attention à la ligne. Mm. Mais vu qu'il y a du gravier là, normalement, on est plus permissif. Je me rappelle notamment Lando Norris,
c'était l'année dernière, je pense qu'il avait eu la pole, même s'il avait dépassé la limite, mais on avait jugé de dire, ben, il a pas gagné de temps en passant par là. S'il y a de quoi, il en a même perdu parce qu'à la grosseur de roche qu'on met là, normalement, il n'y a pas une F1 il y a pas un pilote qui dit, moi, je vais aller là pour gagner du temps. Sauf que, je m'en rends compte, même si je suis loin d'avoir le talent que tu as en tant que pilote de simulation, mais quand on joue dans les simulateurs, on peut perdre beaucoup de temps, là. On peut, autant qu'on peut en perdre, ou on peut en gagner beaucoup. Il suffit d'être très agressif. Et puis, c'est là, justement, qu'on va obtenir des bons résultats. L'épingle aussi, que tu as rebaptisé, bien sûr, les gens se rappellent peut-être pas. Mais lors d'une relance, Lance Stroll qui regardait, on sait pas où encore, puis finalement avait complètement rentré dans le derrière de la voiture de Daniel Ricciardo. Je pense que les deux ne se parlent plus à cause de ça. Puis il me semble que jusqu'aux dernières nouvelles, ils n'étaient pas en bon terme non plus, là, parce que Lance Stroll n'a jamais voulu vraiment avouer ses torts là-dessus. Ouais, bon, je sais pas, hein, Ouais, c'est mettons. ça. Il y avait une Mais caméra embarquée, si je me rappelle bien. ah, Donc, ça veut. Ouais, non, on a tout non, vu, là. Mais bon, c'était je trouve que épouvantable. c'est un peu idiot s'ils se parlent plus, là. Ben, en fait, se sont-ils déjà parlé? Ouais, mais il est arrivé, je sais qu'il y avait quelque chose qu'il était plus à inviter au même party à cause de ça. Ah bon, ah ben là, Mais c'est un peu idiot. Mais c'était spécial, là. C'était une relance. Normalement, lui avait l'air de regarder ce que Verstappen faisait dans la fin de l'épingle, mais puis là, il a vu Verstappen peser sur l'accélérateur, il a décidé de dire ben moi j'y vais aussi, mais écoute, t'es 16e le grand là. Fait accordéon, c'est pas nouveau, là. Non, non, c'est ça, c'est parce qu'il y a au moins 14 ou 15 voitures entre toi et le meneur. Fait que si Mm. lui pèse sur l'accélérateur, ben attends ton tour, c'est pas tout de suite, là. C'est un peu t'as vécu le trafic de Montréal, toi, la semaine dernière, ben c'est un peu comme Ouais. quand tu passes dans le tunnel, là, c'est pas parce que le premier en avant il avance que c'est à ton tour, là. Attends un petit peu, là. Non, pas du tout. C'est ça. Sinon, ça va cogner, tu vois que ça va arrêter brusque. Ben, c'est ça. Fait que c'est un circuit intéressant. C'est un tracé qui est le fun hein, pour les courses sprint. Autant qu'on est critique, c'est loin du Qatar. Je pense que c'est un endroit qui se prête bien à ça. On l'a vu. Puis on dirait qu'on a notre carte d'abonnement à vie là, parce qu'on va pas mal à toutes les années en Chine faire un week-end sprint. De ton côté aussi, le fait que ça soit le deuxième Grand Prix de la saison, qu'on ait fait un dos à dos, mais qu'on demande aussi aux écuries, avec les nouvelles technologies, de sacrifier 2 séances d'essai libre pour n'en faire qu'une. Trouves-tu ça maladroit de la part de la F1 ou tu trouves ça, mettons, intriguant, que ça ajoute au spectacle le fait que on a déjà assez d'imprévus ou d'incertitudes autour des nouvelles F1, qu'en plus on lance la balle courbe dès le début de la saison en disant ah ouais, vous êtes pratiqué en Australie, ça a bien été, ben là, on va vous enlever 2 séances d'essai libre parce que c'est un week-end. Ben, je trouve ça, tu sais, ça avec, c'est un sujet qu'on a discuté. C'est un peu rapide, c'est comme pas trop laisser de chance aux coureurs. En même temps, comme tu dis, ben, ces équipes de F1 sont à la fine pointe de leur art, donc normalement, sont capables de s'ajuster. Le meilleur exemple de ça, c'est Mercedes qui a livré une voiture à Antonelli à la dernière minute et il a réussi à la qualifier deuxième la semaine passée. Bon, Ouais. sauf que c'est vrai que c'est rapproché. Tu sais, deux grands prix dos à dos, un à la suite de l'autre, là, en une semaine. Non, je trouve ça dos à dos et je trouve ça bizarre. Euh, je trouve, pour un week-end sprint, je trouve que c'est peut-être un peu maladroit. Tu sais, laissons le temps aux gens de se reposer un peu. C'est pas tant pour les pilotes ou le fait qu'ils soient prêts ou non, mais c'est parce qu'il y a de la fatigue. Tu sais, ça instaure de la fatigue peut-être un peu de façon un peu prématurée pour les équipes. Tu sais, le voyagement, tout ça, ces gens-là travaillent fort. Donc, moi, maintenant, je pense un peu plus à eux dans ce genre de situation-là. Ouais. Euh, à- à- S'ils font ça pour essayer de débalancer des équipes, je suis pas certain vraiment que c'est une bonne façon de fonctionner. Je pense pas que ça fonctionne. Tout simplement que ça marche. Ils débalanceront pas les équipes. Les équipes vont arriver. Ça va faire un peu la même chose que si ça avait été 2 semaines. C'est juste que ça laisse pas le temps aux gens de se reposer. Non, puis on n'accumule pas des données puis toutes ces choses. Bon, on en Non, accumule, mais moins, parce qu'on n'a ouais. pas les séances d'essai libres. Mais tout le monde est sur le même pied. Tu sais, personne Exactement. n'accumule de données. Donc, Exactement. Personne. Puis il y en a qui en accumulent moins encore. On parle de Cadillac notamment, puis Aston mhm, Martin, parce que c'est dur de faire des tours avec ces voitures-là. Puis en plus, ben là, on leur enlève des essais. On l'a vu aussi Red Bull. mhm. On a les résultats là, de la Ouais, qualification sprint. On a vu Red Bull, ça a été plus compliqué. c'est vrai. J'ai envie de dire que c'est le Red Bull qu'on a vu l'année dernière, lorsqu'on n'a pas même lorsqu'on a 3 séances d'essais, normalement on se réveille sur le tard, là. Juste avant que la qualification commence le samedi, tout d'un coup la voiture prend vie, Mhm, on a trouvé les bons réglages. Je savais que ça serait difficile pour eux. Je pensais qu'on avait amélioré peut-être ces défauts-là qu'on avait la saison dernière, mais moi, j'ai trouvé que c'était copié-collé. On avait simplement eu une séance d'essai libre qui était très difficile. Puis là, on essayait de continuer de développer la voiture pendant la séance de qualification. Euh, une qualification sprint, c'est jamais facile en plus parce qu'on a un train de médium pour mhm, la Q1, un train de médium pour la Q2, puis un train de tendre pour la Q3. Ce règlement-là n'a pas changé. C'est pour ça que je voulais juste le répéter. mhm. Euh,
c'est pas évident. Tu as un tour, tu as une chance, là, parce que sur les médiums, peut-être que des fois, ils peuvent ressortir la deuxième tentative, faire de quoi de mieux. Mais sur les tentes, je trouve qu'on nous vend un peu du rêve là, en nous faisant croire de dire ils vont ressortir, attention, il va Non, se non, passer. c'est Ben, impossible. t'es d'accord avec moi? On a vu McLaren opter pour une stratégie différente. On n'a pas sorti tout de suite. On a Mm. attendu, on a attendu, on a attendu. On a laissé les autres aller étendre leur gomme, Ouais, réchauffer la exactement. piste. Ça, j'ai trouvé ça bien de McLaren. Par contre, le problème pour la F1, puis je suis surpris que ça prend autant de temps parce qu'au début, moi, dans ma tête, c'est la stratégie que les gens allaient faire. Euh, si on commence à faire ça, c'est le spectacle qui va en prendre un coup. Si on dit, OK, la SQ3 commence, puis tout le monde dit, bon, on a juste On un va essai. attendre à 3 minutes avant de sortir. Ouais, c'est ça. Mm. McLaren l'a fait, toujours ça n'a pas paru parce que les autres ont passé avant. Mais si, en tout cas, si on est capable d'aller chercher du succès avec ça, il y a d'autres écuries qui pourraient dire, ouais, c'est vrai que la SQ3, là, 2 tentatives, ça donne pas mal rien. Mm. Là. Surtout quand tu as des bons pilotes qui font pas d'erreur. Si tu as des jeunes, puis tu sais que des fois, ben, la première tentative, ils peuvent manquer leur coup, ben là, au moins, ça les laisse une chance de se reprendre. Mais les bons pilotes d'expérience, normalement, là, une tentative, là, ils vont soutirer le meilleur qu'ils peuvent, puis après ça, ils vont avoir brûlé leurs pneus, fait qu'il n'y aura pas nécessairement une deuxième chance pour mieux faire. On regarde de trajectoires techniques présentées par nos amis services d'outils FGL. Tu sais, les améliorations, on attend toujours un petit peu que la saison commence avant que je commence à nommer qu'est-ce qu'on apporte. Puis tout ça, c'est différentes choses parce que les vraies voitures, on les a pas vues encore. Deux tracés très différents, celui de l'Australie puis celui de la Chine. Donc, c'est sûr que les voitures ont des différences. Une trajectoire technique que j'ai envie d'explorer avec vous aujourd'hui, c'est celle de Ferrari parce que la fameuse aileron 180 degrés, Ouais. nous autres, c'est le nom qu'on utilisait, mais je suis persuadé que tu aimes beaucoup mieux le nouveau Oui, nom. c'est sûr. Ah oui, J'ai la toune dans la tête en plus. le Macarena Wing. Ouais. Je ne reviens pas je ne sais pas qui a pensé à ce nom-là, mais c'est brillant. C'est pour ça que j'ai voulu te le présenter ce matin. C'est certain que ça va passer au conseil François Goulet. Le nom Macarena. Si tu n'as pas accepté le dos à dos ce matin, tu vas accepter le Ah, ça Macarena oui, Wing. ça, tu me connais bien. Donc, le 180 degrés ou le Macarena Wing, maintenant qu'on appelle, est là pour le week-end. Mais si vous n'avez pas écouté les séances d'essai libre, ben, vous ne le reverrez plus, à moins d'un grand revirement de situation qu'on décide de l'utiliser pour l'autre séance de qualification, parce qu'on sait que le parc fermé ouvre après la course sprint. Mais on a décidé de ne pas l'utiliser. Est-ce qu'il y en a un... Ah, c'est parce que ça ne fonctionne pas. D'après Ferrari, c'est pas ça. C'est qu'on a juste... On ne s'attendait pas à l'avoir si tôt que ça dans la saison, Mhm. de l'avoir implanté, d'avoir des copies, des remplacements. Là, on l'a eu. On voulait venir faire un petit test en Chine à cause des deux grandes lignes droites, là, celle de 1,4 km notamment. Puis la raison pour qu'on ne l'utiliserait pas, c'est qu'on n'est pas certain de la fiabilité. On ne veut pas Mm. avoir des troubles avec ça. Puis je pensais justement à une conversation qu'on a eue au début de la Ouais. saison. On disait, ben Chine, surtout Arabie Saoudite, on nommait les longs circuits avec des grandes lignes droites, Bakou. Est-ce que ça va tenir? Parce que c'est toi qui me disais ça a l'air fragile. On avait pas mal la même perspective de ça, de dire, Mm. ben, je sais pas si ça va pas un morceau qui va partir, mais je pense que Ferrari a la même crainte de dire combien de temps ça peut durer ça. Puis on a quand même dit que c'était pour enlever de la traînée. C'est spécial parce que quand que je la Mhm. regarde le long, j'ai l'impression que ça fait l'effet contraire. Mais on n'a pas les ordinateurs et les cerveaux qu'ils ont, ces gens-là. Donc, on va leur faire confiance. Mais du moins, c'est pas quelque chose qu'on a l'intention de l'utiliser cette année. Donc, ça va être à surveiller quand est-ce qu'on va le faire. Mais pour le week-end, présentement, on a juste fait un test. On a décidé de retourner ça dans les coffres. Mais ça a l'air de fonctionner. Est-ce que ça va les aider? On ne le sait pas. Mais ça va être quelque chose à surveiller au cours de la saison. Donc, c'était notre trajectoire technique cette semaine présentée par nos amis de Service d'outils FGL, une entreprise familiale située à Laval qui vous propose les produits Makita, Milwaukee, DeWalt. Si vous n'êtes pas sûr s'ils l'ont, appelez-les parce que d'après moi, il y a des bonnes chances qu'ils ont quelque chose pour vous dans les meilleures qualités possibles. Puis ils font la réparation d'outils en plus. Donc, c'est super intéressant de faire affaire avec cette entreprise entièrement québécoise. Ils n'ont pas beaucoup dans ce domaine-là, donc il faut en profiter. Il faut aussi leur faire attention et les encourager. Quand on achète chez Service d'outils FGL, on encourage aussi le F1 Podcast. Donc, si vous êtes capable de garder ça en tête, c'est très apprécié que vous puissiez nous aider, nous donner un petit coup de main de ce côté-là. Finalement, qu'on a parlé des ailerons, Mm. on va parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. La pole position. Avais-tu George Russell comme favori? Parce que moi, c'est pas mal ça que je m'attendais de voir les Mercedes. Même, j'avais pris de l'avance. Là, j'avais fait mon petit... je vais tricher, je vais le dire à tout le monde, j'ai triché aux petites heures du matin, comme ça, lorsqu'on prépare des résultats. J'avais déjà mis George Russell dans le diagramme premier. J'avais mis Anthony deuxième. Puis le troisième, j'avais mis Leclerc. Ça, je me suis trompé. Ah, C'est Lando Norris qui est arrivé là, ouais, finalement. c'était évité. Mais pour les deux premiers, je pense qu'il n'y a pas eu trop de surprises. On a encore vu les deux Mercedes se hisser devant. C'est pas le genre de circuit qu'on pensait non plus qui serait pas bon pour eux. On a eu du succès en Australie, les grandes lignes droites, le châssis semble bon, on a un bon moteur. Donc,
pour moi, c'était sans surprise. De ton côté, t'attendais-tu à voir quelqu'un d'autre venir un peu brouiller les cartes? Non, pas là. Pas avec Non. ce que j'ai vu en Australie. Donc, mettons, bon, on s'attendait à ça. Il y avait toujours, puis ça, on m'en a parlé, mais il y avait le facteur Verstappen qu'on n'avait pas vraiment vu ses couleurs la semaine dernière à cause Oui. du bris mécanique. Là, il était nulle part. Et les Mercedes, les seuls à avoir été dans le 1,31. Donc, je ne suis pas surpris qu'ils soient en pôle. J'aime le fait que les McLaren viennent s'immiscer entre les Ferrari. Tu sais, il y a comme un petit sandwich qui s'est fait. Mhm. Mais là, clairement, là, Mercedes a le vent dans les voiles. Donc, euh, circuits différents, récupération d'énergie différente. J'ai hâte de voir avec plusieurs types de circuits, avec cet échantillon-là, comment les autres équipes vont se débrouiller. Mais clairement, Mercedes a cette longueur d'avance-là. Fait que, écoute, même je te les mets favoris pour la semaine prochaine, pour le prochain Grand Prix, pardon. Donc, Ouais, au Japon. c'est Ouais, comme, c'est comme quasiment une garantie en ce moment que Mercedes doit capitaliser sur leur avantage en ce moment et en profiter. surtout que Simon le mentionnait, puis on en parlait Ouais, tantôt, si on enlève des Grands Prix de l'équation, ouais, ben, le mois de juin, pas drôle à dire, mais juin va arriver plus vite, mais il c'est vrai. arrivera pas plus vite de façon théorique, là. Mais je veux dire, en façon pratique, mais en théorie, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a moins de courses, donc Ouais. on va passer plus vite. Mais si on regarde ça, Russell, Antonelli, belle performance, Antonelli encore qui fait bien, George Russell qui est en parfait contrôle, on le voit que ça semble facile pour lui, je veux pas dire Quand que ça même, hein? l'est, je veux pas dire que ça l'est, mais il fait bien. Tu sais, il répond aux attentes, tu vois qu'il il sait qu'est-ce qu'il a à faire, il est favori, il doit répondre. Puis il répond bien. Antonelli met de la pression aussi. Lui aussi, on va dire, il fait son travail. C'est un peu ce qu'on voulait hein, depuis des années chez Red Bull, de dire tu as un pilote Mhm. qui réussit à aller chercher la pole, mais il faut que ton deuxième aille chercher le deuxième meilleur résultat par la suite. C'est ce que le jeune Antonelli réussit à faire. Les qualifications, ils en ont pris un coup depuis le début de la saison. Je sais qu'on est simplement la deuxième, puis c'était juste une qualification de sprint, mais quand même, on le voit dans les écarts. Ce qui est quand même encourageant, ben, peut-être que ce serait le fun d'en voir plus, mais on est rendu à l'intérieur de la seconde hein, par rapport à la pole de l'année dernière, là, qui était aux alentours, qui était en c'est quoi, une 29 quelque chose ou une 30 quelque chose l'année dernière sur ce circuit-là. Donc, on a vu là, qu'en l'espace d'un Grand Prix, on s'est rapproché beaucoup. C'est sûr que je pense que le fait qu'on ait des grandes lignes droites en Chine, ça vient compenser un peu le déficit de performance qu'on a avec les nouvelles voitures. Elles sont moins rapides en virage, mais on est Mhm. tellement rapide avec le déploiement de l'énergie dans une grande ligne droite qu'on vient un peu rattraper. Fait que je pense que c'est pour ça que l'écart a un peu fondu. Là. On n'est pas dans le 3 secondes ou 2 secondes et demie qu'on voyait la semaine dernière de ce côté-là, surtout pour Mercedes. Pour les autres, ça a été plus compliqué. Le peloton du milieu, on le voit dans les temps, ça s'est resserré. On se rapproche pas nécessairement de Mercedes, mais on s'est rapproché au milieu. C'est peut-être pas Mhm. une bonne nouvelle pour les Red Bull ou même McLaren ou de ce monde que de voir que les autres poussent en arrière, mais quand même, on le voit, il y a une, je ne vais pas dire parité, là, parce qu'on est encore loin de là, Mhm. mais il y a quelque chose qui s'est fait. D'après toi, moi, je veux pas être naïf, je pense pas que c'est juste la semaine qui a fait que tout d'un coup, on comprend mieux nos voitures et on a réussi à faire des si gros gains que ça. J'ai l'impression que c'est plus une cause du circuit et le tracé qui fait ça, là, qu'on s'est rapproché un petit peu. Là. Oui, ben, ça apporte un peu de changement. Ouais. Aussi, de l'expérience qui s'est pris avec la dernière course. Moi, je regarde les résultats d'aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à avoir un Bearman ou un Gasly dans le top 10. Donc, je Non. trouve ça super intéressant. Mhm. Il y en a qui ont fait leur devoir. Puis, tu sais, non, le mot parité, on en parlera plus tard, mais avoir un beau mélange en milieu de grille, ça risque de nous garder peut-être un peu plus intéressés au courant de l'année parce que si Mercedes domine la saison, il y en a qui vont perdre l'intérêt. Ceux qui sont moins fans finis, on va dire, de Formule 1 comme nous, vont peut-être perdre un intérêt. Nous, on va toujours trouver notre compte avec d'autres bagarres si c'est en milieu de grille ou pour la deuxième position. Donc, ça, je ne suis pas inquiet là-dessus. Donc, je suis content de voir que ça commence déjà les cartes commencent déjà à se brouiller en milieu de grille. J'ai l'impression, pour rester positif, là, puis ça nous a habitués un peu l'année dernière, j'ai l'impression que la F1, maintenant, c'est vraiment, on a des saisons en deux temps. À cause que, 24 Grands Prix, les calendriers sont rendus très longs. Ouais. Le fait aussi qu'on limite le développement des écuries qui prennent l'avance au début. Mhm. Parce que si on regarde la tendance, là, depuis tu sais, je regarde 2024, Verstappen a sorti très fort. Finalement, McLaren ont rattrapé dans le coin de Miami avec des améliorations. Puis finalement, c'est devenu plus une saison McLaren dans la deuxième portion, mais beaucoup plus serrée. L'année dernière, on a eu quelque chose qui ressemblait à ça. J'ai l'impression que cette année, ce facteur-là ou ce phénomène-là pourrait être multiplié du fait qu'on débute des nouvelles technologies, on apprend beaucoup, on apprend rapidement aussi, Mhm. puis on a justement
On a des allègements aussi pour développer les motorisations si jamais on prend du retard. Ça a déjà été mis dans la convention, là, que si jamais, exemple, Red Bull Ford aurait un retard notable, là, capable de présenter ça, on pourrait leur donner un peu plus de temps de développement par rapport à Mercedes, tout ça. Donc, j'ai l'impression que cette année, plus que dans les 2 dernières saisons où ce que cette tendance-là a vraiment commencé à s'implanter, qu'on risque vraiment d'avoir 2 saisons de F1 à l'intérieur d'une, pour ne pas dire peut-être même 3. Alors, regardez des trimestres où ce qu'on va voir justement Mercedes partir fort, après ça, une autre écurie rattrapée, puis peut-être une autre écurie qu'on n'avait pas vue arriver dans la troisième portion. Est-ce que je suis juste un surplus d'optimisme ce matin ou je trouve que ça a du bon sens ce que je dis? Non, tu as raison, parce que ces allègements-là vont permettre justement, comme tu dis, d'aller chercher ce déficit-là qui serait vraiment plus fâcheux si on l'avait pas, si on l'avait pas à l'horizon. Tu sais, on veut pas. C'est sûr qu'il y en a qui ont mieux fait leur devoir que d'autres, mais de savoir qu'il y a une possibilité d'aller regagner ça au courant de la saison, c'est plus motivant. Donc, tu sais, on n'aime pas ça, voir quelqu'un dominer la saison, puis savoir tout de suite le résultat final de l'année. Donc, je pense que tu es correct dans ton opinion, Martin, là-dessus. On va se croiser les doigts, en tout cas. Ouais, Ouais. exactement. On le disait, Russell Lapole, Antonelli deuxième, Mhm. Norris qui vient brouiller les cartes. Je trouve que c'est une belle performance de Ouais. Norris. J'ai l'impression que c'était pas écrit dans le ciel que c'était McLaren qui avait cette position-là en troisième place. C'était certainement pas écrit dans le graphique que j'avais préparé. Je vous l'ai dit, j'avais mis Leclerc. J'aurais mis Ferrari aussi. Ouais, c'est ça. Puis même, au pire, prendre une chance avec Hamilton, qui est quand même Ouais. le gars qui a eu le plus de pôles en Chine puis le plus de victoires. Donc, c'est pas. Puis l'année passée, hein, c'est la seule petite lumière qu'on a eue dans la saison, c'était la victoire qu'il a eue C'est en vrai. sprint. On se rappellera la disqualification le lendemain. Mais quand même, c'est le seul beau moment Ferrari qu'on a eu depuis qu'il est arrivé, là. Donc, puis en plus, c'est un circuit qu'il connaît bien, qu'il adore. Ça, c'est dur à suivre parce que Louis, il dit qu'il adore tous les circuits, dépendamment à qui parle. Puis, Ouais, puis les fans, c'est toujours les ouais, meilleurs. Mais il est ouais. à 2 centièmes de Norris, hein. 2 centièmes. C'est ça. C'est rien. C'est beaucoup. Je trouve que Norris a très bien fait parce que j'ai l'impression que c'est pas nécessairement sa place qui était là, mais il Mm. a fait la différence puis il a réussi à se donner une bonne position, une position de choix pour le départ de demain. Parce qu'on sait que les Ferrari, hein, ça t'a sûrement impressionné la semaine dernière, Oh, là. oui. Ouais, c'est des canons. Quoique Norris avait eu un bon départ pareil, mais de te trouver en avant des Ferrari, je pense que ça va être pas mal la meilleure solution ou la chose que les écuries vont anticiper de dire ils partent assez vite, eux autres, t'es mieux de les laisser derrière toi parce qu'ils sont en avant, ça se peut que tu les rattrapes jamais. Là. Je Mhm. pense que mission accomplie de ce côté-là pour Norris et les deux Mercedes. Hamilton, qui devance son coéquipier Charles Leclerc, ça arrive pas souvent, ça. La Ouais. dernière fois, je pense, je vais de mémoire, mais la dernière fois que c'est arrivé, je me demande si c'était pas justement pour la sprint en Chine l'année passée, ou peut-être que c'est arrivé à quelques moments, mais on peut le compter sur les doigts, là, le nombre de fois que je lis le nom de Lewis Hamilton avant celui du monégasque Charles Leclerc. Eh bien là, c'est le cas. Donc, mission accomplie pour Lewis. J'ai l'impression qu'à l'intérieur de Ferrari, on est un peu dans la même optique que ce que je mentionne. On est content d'être là, mais on est peut-être déçu parce que cette troisième place-là, ou peut-être même une deuxième, peut-être que la deuxième, c'est un peu tiré par les cheveux, mais elle aurait dû appartenir à un des deux pilotes en rouge. Mais quand même, dans les circonstances, je pense qu'Hamilton va prendre tout ce qui passe d'un peu positif pour essayer de bâtir un momentum cette année et un peu là, enlever tout ce poids-là là, qui a accumulé là, même du temps de Mercedes. Là, ça va pas bien. Là. Il y a comme un nuage au-dessus de sa tête depuis un bon moment en F1. Oui, ben, Hamilton, là, je l'ai vu en entrevue, semblait beaucoup plus heureux. Oui. Il est mieux adapté à ce type de véhicule-là qui n'utilise pas l'effet de sol. Là, pour ce qui est de Norris, ben, on n'oublie C'est pas peut-être qu'on. l'effet Kardashian aussi. Ouais. Ouais, ça aussi, on en parlait. Mais ouais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Lewis aussi accompagné avec un Ouais. accent aigu. Donc, on se rappelle du temps de Nicole, mais bon. Pour ça, pour dire, Lewis a l'air bien, il a l'air confortable avec la voiture. Norris a profité d'une piste gommée, puis il est juste à 2 centièmes en avant de Lewis Hamilton. Ferrari a un bon départ de ce qu'on a vu. Donc, je pense qu'il ne devrait pas s'inquiéter à cet égard-là. Puis j'ai l'impression qu'on va voir Hamilton rebondir cette année, puis voir des résultats plus équilibrés entre lui et Charles Leclerc. Donc, moi, je suis super content. J'espère juste au nom du divertissement que Hamilton va bondir et aller chercher la première place au premier virage. Ça serait vraiment intéressant. J'aimerais vraiment ça qu'on ait une bonne sprint. J'aime toutes Ouais, les. On souhaite toujours ça. Là. Il n'y a jamais une course du ouais, genre. J'aimerais que ça soit une course plate. C'est pas l'attitude qu'on a. Mais j'ai l'impression que ça nous prend une très bonne course ouais, sprint. Puis tout à si fait. c'est quelque chose qui est trop procédure, puis un se suit, ben, ça va faire mal au Grand Prix dimanche. Nous, comme tu Mm. dis, on va le regarder pareil, puis on va avoir la même naïveté avant que
avant le départ, là. Mais quand même, pour le spectacle, pour la Formule 1, j'ai l'impression qu'il faut qu'on frappe un bon coup dans la course sprint, surtout à l'heure qu'elle va être, là, être capable d'avoir un bon spectacle, justement, des changements de position. Et j'ai hâte de voir le fait que c'est juste, quoi, je l'ai dit, 19 tours. On va à fond. Comment qu'on va gérer ces fameuses batteries-là? Est-ce qu'il y en a qui vont être beaucoup trop agressifs au départ, au moment où justement on a les gommes? Parce que ça, c'est toujours le problème en Chine. Hein. Tu pars en. Est-ce que tu pars avec des tendres pour la Hmm. course sprint? Tu vas avoir un bon départ, mais c'est juste un peu trop long pour manquer de souffle Hmm. au bout de la ligne. J'ai hâte de voir si les Mercedes vont opter pour ça. Ou tu pars en médium, puis justement, tu récupères ceux qui ont trop osé avec les tendres au départ. Tu fais un peu de gestion, mais parce que ça va être intéressant là, de voir la première sprint, comment qu'on va gérer toute cette énergie-là, puis comment que certains vont prendre peut-être bien des risques au départ en se disant, ben, on veut sécuriser des positions, je veux gagner des places, puis après ça, ben, on essaiera de survivre jusqu'à la fin de l'épreuve. Mais c'est un des départs là, que je vais regarder avec beaucoup d'attention parce que j'ai l'impression qu'on va apprendre aussi sur non seulement la course de dimanche, mais c'est aussi sur ces nouvelles voitures-là. Là. Tout à Piastri, fait. vas-y, excuse-moi. Tout à fait, Martin. Non, c'est juste. Ah, c'est juste ça, ok, parfait. Non, ben, c'est ce qui va être le plus enlevant. À Oui. chaque départ, si Ferrari a toujours ce petit avantage-là, on va toujours être très intéressant à savoir combien de positions on va pouvoir aller chercher en piste parce que cette position en piste-là, plus dur à défendre un peu avec cette. Mettons, là, dans le temps du DRS, c'est une chose, là, mais avec Ouais. cette nouvelle technologie-là, c'est plus dur à défendre, mais si tu vas la chercher, au moins, tu as une occasion. Tu as une occasion de pouvoir la garder. Puis Charles, si Charles a réussi à faire ce qu'il a fait en Australie, il va avoir. En C'était Chine, il y a. spectaculaire en Australie parce Ah, que moi, j'ai quand il trouvé, ouais. dépassait Russell là, à l'extérieur du virage en S, je pense que c'était le Le 9-10, je me 9-10, rappelle bien. ouais. 9-10. Ouais, je trouvais ça très culotté. Tu sais, Ouais. sérieusement, c'est pas là qu'on s'attendait à avoir des dépassements. Donc, est-ce qu'on va avoir des trucs comme ça à Shanghai ou sur d'autres circuits? Ça, le temps nous le dira, mais amène-en des choses comme ça, Charles, moi, j'aime beaucoup ça. Mais je le disais à Simon, j'ai l'impression que la batterie, puis il a tout retenu l'attention. Mais les voitures un peu plus petites, moi, j'ai l'impression que ça a fait une différence, que ça a pesé dans la balance parce Oui, que le départ, admettons, on met les mêmes motorisations, mais on garde les mêmes dimensions de l'année passée. J'ai pas l'impression que Charles aurait pu se faufiler comme ça là, au non. départ. Là. Parce que moi, la première chose, quand je l'ai vu arriver, puis j'ai vu la voiture rouge dès le départ, il prend la tête de l'épreuve, je dis, mais par où qu'il est passé? Tu sais, je savais que Mm. j'avais écrit là-dessus que les turbos puis tout ça, j'étais tout au courant de la situation. Puis j'avais hâte de le voir à quel point que ça allait avoir un impact sur ce départ-là. Mais en tout cas, la première question, je me suis demandé, je vais voir la reprise parce que c'est la roue qui a passé. Puis c'est le fait, je pense, que la voiture était beaucoup plus agile qu'on n'aurait pas vu nécessairement ce type de dépassement-là. Je sais que c'est minime ce qu'on a retiré, puis c'est pas encore l'idéal pour Monaco. Mais as-tu trouvé, toi, que déjà là, on en a vu les bénéfices d'avoir décidé un peu de donner un régime minceur à ces monoplaces-là? Là? Ben, première des choses, le coup d'œil est merveilleux. Je le Ouais, trouve beaucoup plus belle. Puis ce régime minceur-là, faut pas oublier que ces pilotes-là sont habitués à maximiser l'espace au millimètre près. Là. exact. Je vous le dis, là, si on regarde Monaco, ils vont frotter les murs avec leurs pneus. Donc là, d'avoir une voiture un peu plus mince, on va dire, un peu plus étroite, eux autres vont s'habituer à cette largeur de voiture-là, mais c'est ne serait-ce que quelques millimètres pour eux de chaque côté, ça représente quand même un espace beaucoup plus vaste qu'on peut penser, Ouais. puis ça leur donne de la marge. Puis côté précision, une petite anecdote comme ça, Ayrton Senna, dans le temps, était tellement précis avec sa voiture qu'à un moment donné, il faisait des tours, des tours, des tours, puis il a frappé le mur à un moment donné, puis il a dit à ses ingénieurs, il a dit, le mur a bougé. Puis tout le monde riait de lui. Tout ça pour dire que le tour d'avant qui repasse, quelqu'un avait accroché le mur et C'est le vrai. mur s'était déplacé de quelques millimètres. Et c'est la raison pour laquelle, quand il a dit ça, il dit, le mur a bougé. Puis il avait raison. Donc, ces pilotes-là savent exactement, sont en contrôle de leur voiture et savent exactement sont où les barrières ou peu importe là, les obstacles. Donc, ce gain-là en espace, là, c'est non négligeable et ça leur donne beaucoup plus de confiance pour faire des dépassements. Puis sais-tu, je le vois de quel côté? Moi, tu sais, l'expression de dire mettre sa voiture très large, là. Tu sais, Ouais, ouais, prendre le plus d'espace possible. ouais, Mais j'ai l'impression que tu sais, c'est plus compliqué maintenant pour ouais, les pilotes de faire tout à ça. fait. Russell s'est un peu fait surprendre au départ parce qu'il était dans une position où a priori, moi, j'ai fait comme, ben voyons donc, il a laissé complètement l'intérieur à Charles. Oui, mais sa voiture est moins. Tu peux pas vraiment te positionner. Tu sais, avant, je trouve qu'on était rendu très habile avec les anciennes Ouais. monoplaces de prendre la bonne trajectoire où on le sait, ben, il y a juste une voiture qui va passer là parce que si tu mets ta voiture à côté, ben, tu vas déraper ou on va s'accrocher. Donc, il y en a qui étaient spécialistes dans l'art de dire, moi, je vais mettre ma voiture très, très large. Là,
on doit changer un peu notre approche parce que je peux pas prendre les deux voies. Donc, même si j'essaie de prendre tout l'espace, puis en même temps, il faut rester dans les règles. On peut pas changer 2 fois de trajectoire ou 3 fois, là. Non, c'est ça aussi. Il faut Donc, respecter ça. fait que c'est ça. Ça, j'ai vu ça en Australie. Puis d'après moi, ça a contribué au fait qu'on a passé de 45 dépassements à 120. C'est le fait aussi que les voitures étaient moins larges. Mais on n'en a pas parlé beaucoup. Ici, au podcast, le lundi, c'est quelque chose qu'on a amené, mais j'ai trouvé que on en avait que pour les batteries. Puis on n'a pas nécessairement mentionné le fait que les voitures un peu plus petites ont probablement aussi aidé ce spectacle-là. Piastri, suivi de Leclerc. Ensuite, c'est Gasly. Gasly qui réussit à se Oui. faufiler avec sa Alpine. Encore dans un top 10, se place devant les deux Red Bull, Mhm. devant Verstappen et Berman. Donc, encore une grande performance solide de la part de Pierre Gasly, de la part de Alpine aussi, qu'on dirait qu'on les attend pas. On parle pas vraiment d'eux autres. Oui, on a le moteur Mercedes, mais des fois, en essai libre, on n'est pas vraiment là. Puis là, finalement, quand ça commence, ben, Gasly, ben, opère la machine, puis finalement, ça fonctionne bien. Verstappen, ça n'a pas bien été. Pas content de la voiture. Agile non plus. Il n'y a rien qui fonctionne. Autant l'usure des pneus, l'adhérence, la puissance du moteur. Il y avait de la misère. Des fois, son moteur, c'est un peu saccadé ce qu'on lui donnait. Pas de puissance. Après ça, on a donné un peu le phénomène que Piastri a eu avant l'épreuve en Australie. Donc, c'était vraiment pas l'idéal pour Red Bull. Une journée à oublier. Puis, on le dit en début d'épisode, je ne vais pas revenir là-dessus, mais que c'est l'habitude qu'on a eue là, de l'écurie autrichienne dans Mhm. les dernières saisons, que lorsqu'on n'a pas nos séances de libre, on prend du temps à se mettre, à trouver notre bonne fenêtre d'exploitation pour notre voiture. Oliver Berman, tu l'as dit tantôt, il s'est invité au rendez-vous. Az progresse, puis il est vraiment Mhm. rendu je dirais, le baromètre de l'écurie américaine Az, parce que Ocon, on voit des bons moments, puis d'autres moments, on le voit moins. J'espère que tu n'as pas fait de paris cette année avec. Non, non, on n'en a pas fait cette année. Sais-tu quoi? J'aurais peut-être encore pris Gasly au nom du moteur Mercedes. Mais Ben, écoute, c'est bon ça. Gasly, c'était un bon choix l'année passée. C'est surprenant que tu ne l'as pas eu, là. C'est Ouais, vraiment. ouais, ouais. Mais Mais oui, Berman, très impressionnant. On voit que son potentiel est peut-être plus grand à long terme là, que moi, je l'aime avec beaucoup. Esteban Ocon. Ouais. Ouais, moi, je l'aime beaucoup, Berman. Puis il a réussi à se glisser entre les deux Red Bull devant Adjar, donc quand même. Ensuite, Hülkenberg, il faut le dire, en Audi, on fait bien du côté d'Audi. Là. Mhm. On n'est pas une risée, parce que moi, je commence à trouver que Cadillac, ça devient rapidement une risée. Là. On a une belle voiture, on a un beau nom, on a un beau garage. Mario Andretti, elle a l'air bien sympathique, mais je trouve pas que c'est le départ qu'on aurait espéré. OK, Aston Martin a des mauvais moments, donc à ce moment-là, ben, on dirait qu'on se cache un peu. Mais Mhm. Audi, là, si on compare le fait que nous aussi, on arrive, oui, on avait déjà une écurie d'implantés, je comprends qu'on part à partir de stack, mais le coefficient de difficulté augmente quand on dit, ouais, mais on devient une écurie d'usine, puis on va faire notre propre Ouais. moteur. Puis côté moteur, ben, je suis pas prêt à dire là, que ça. Tu sais, c'est pas un grand déficit d'avoir un moteur Audi, là. C'est pas comme le Renault ou quoi que ce soit. Jusqu'à Mhm. maintenant, on réussit à bien s'en sortir, faire des belles performances. Et Hülkenberg était là encore une fois, là, à la porte du top 10. Tout à fait. Puis c'est ça qui m'impressionne d'Audi, c'est d'avoir réussi à développer ce moteur-là. Tu sais, puis on dit Cadillac, ils ont un moteur Ferrari, donc Ouais. c'est pas le problème vient pas de là, j'imagine. Donc non, sérieusement, Audi, je suis content de les voir là. On voit qu'ils ont bien fait leur devoir. Tu sais, c'est pas des chaudrons, comme j'ai dit, ils ont fait d'autres choses dans d'autres catégories, surtout beaucoup en endurance, donc ils ont des connaissances. Mais je me serais peut-être pas attendu à les voir aussi haut, aussi vite que ça. Donc chapeau à eux autres. C'est le fun qui s'invite à la danse. Si on regarde rapidement le reste du classement, mais Ocon, on l'a dit, Mhm. derrière Hülkenberg, Lawson, ensuite Bortoletto, Lindblad. Lindblad, là, on va en parler plus dans le entre-deux courses parce qu'on va avoir un plus gros échantillon, mais son premier Grand Prix, je l'ai trouvé vraiment impressionnant. Ouais. J'ai envie de dire, c'est une superstar, ce gars-là. Déjà là, quand tu arrives à 18 ans en Formule 1, il faut que tu aies quelque chose de spécial. En Formule 2, il y en a qui étaient sceptiques, mais je vois ce qu'on voit en lui. Tu sais, le fait qu'il est indien, c'est bon pour vendre des produits aussi, là, avec l'Inde. Mhm. Il est britannique. Écoute, Ouais, c'est le saut d'approbation en Formule 1, là, d'être tout à britannique. fait. Surtout quand il faut que tu rencontres les commissaires. Puis après ça, ben, quand tu regardes le côté de la manière qui s'exprime, la manière qui est en entrevue, dire, ben moi, tu t'es battu avec Verstappen, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour Verstappen, mais moi, je suis pas là pour donner ma place à personne. Je suis un Ouais. coureur, je suis là pour réaliser mon rêve. Puis, écoute, je trouve que le gars, il veut, il a faim, il arrive, il a pas l'air impressionné par personne. Cette attitude-là, normalement, on l'a déjà vu dans le passé, puis ça se termine bien là, pour eux autres quand tu arrives avec cette attitude-là. C'est la mentalité adoptée.
Ouais. surtout pour ces jeunes-là, parce que tu arrives et tu as des gros noms en ce moment. Alonso, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Norris, Russell, name it. Donc, pour Lindblad, je suis content de voir qu'il ne se laisse pas faire. D'ailleurs, les Racing Bulls ont failli sortir les Red Bull de la qualif. Ouais. Ils l'ont manqué de justesse. Donc, ils poussent dans le derrière de l'écurie Reine. Content pour Lindblad, puis oui, il y a eu des bonnes courses. Fait que bon, 15e, mais j'ai confiance qu'ils vont rebondir. Pour l'instant, il s'enligne pour avoir le prestigieux honneur de recrue de l'année. Que Tu fais que toujours rire je avec continue de ça. le mettre favori. Il y a pas de, il Ah, y a pas- moi aussi, garde là-dessus, par exemple, je vais mettre mon pari là-dessus. Mais en attendant, il a été le pilote des cœurs de notre première semaine pour les gens qui l'avaient manqué. Donc, le pilote qui a amené son jeu à un autre niveau. Arrive de Formule 2, fait ses débuts en Formule 1. Dès le départ, il est aux côtés d'Hamilton, Norris. Après ça, c'est dur. C'est dur à penser, faire un meilleur départ. Un moment aussi où il s'échange avec Verstappen, Ben toutes oui, ces choses-là. Donc, pas de complexe. non, pas de complexe pour lui. Colapinto qui a fait le sauvetage de l'année. Monsieur Réflexe, oui. C'est incroyable, là. Extraordinaire, ça, par Je exemple. sais pas combien de fois je l'ai réécouté, c'est incroyable. C'est incroyable comment il a évité Lawson sur la grille de départ. On aurait pu avoir une tragédie. Lawson ne devait pas se sentir gros dans ses boxers, je peux te dire ça. Là. Quand tu es sur une grille de départ, ça décolle pas comme ça, tu vois les autos passer de chaque côté. Là. On en Euh, a vu souvent des accidents comme ça là, ouais. en F1. Là, puis il y en a eu des tragédies, là, mais j'en ai vu dans d'autres trucs. Mais quand il y a une voiture arrêtée comme ça, tout le monde y va, tout le monde pense que tout le monde est parti. Puis non, sérieusement, Colapinto, on peut dire des fois, on peut le crucifier, là, mais là-dessus, là, on peut dire que les réflexes d'un pilote de F1 ont été éprouvés au maximum. Au maximum. J'ai commencé à parler de boxers, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais je vais faire un enchaînement. Un qui aimerait peut-être avoir ses boxers rouges, c'est Carlos Sainz. Comment donc Ah commencer à oui. s'ennuyer de chez Ferrari ou du moins il reprendrait peut-être juste sa Williams de l'année dernière. C'est pas Ouais. super le départ. Donc Sainz puis Albon qui était nulle part. Alonso puis Stroll, ben eux autres aussi, ça Bon. nous habitue à ça. Bottas a bien essayé, mais les temps, écoute, avoir été Cadillac, j'aurais dit, gars, on ressort plus, c'est plus humiliant quand tu roules que quand tu restes dans C'est le sûr, garage. une 37. Une 37, ça, en tout cas, ouais. On va en parler dans l'entre deux courses parce que Simon, c'est un sujet qu'il voulait aborder, mais il y a la règle des 107%. Là, pourquoi on appelle ça des qualifications si on n'est pas obligé vraiment de se qualifier? Ça sera un autre sujet pour mais Cadillac continue de nous donner des arguments là, pour qu'on ouvre la parenthèse là-dessus de dire que qu'est-ce qu'on fait là, parce que on n'est pas pantoute dans le temps. Puis Sergio Perez n'a pas pu participer à la qualification parce qu'on a eu des problèmes d'approvisionnement en carburant, tout qu'on a ces problèmes-là. Mais moi, je te dis, quand on a vu que Bottas faire des 1,37, on a probablement dit à Sergio Bottas de le part, non, on fera pas, on fera pas deux comme ça. Mais en tout cas, c'est pas l'idéal du côté de Cadillac. Je répète la question en terminant pour les gens, notre question Sona Viking de cette semaine. On vous pose la question sur les week-end sprint. Donc, la question exacte va me revenir avec les choix de réponse. Je sais pas où je l'ai mis, mais Ben, moi, j'aime ça, amenez-en plus. oui, Pas tous exactement. les circuits et j'en veux pas. Mettez-moi ça aux poubelles. Mais C'est exactement les choix moi de c'est réponse. à toutes les fins de semaine, s'il vous plaît. Bon. Et la question pour toi, c'est la prédiction pour la victoire de la sprint demain. Qui va gagner l'épreuve et qui va avoir la Ah, pole? Qu'on fasse ça rapidement, par exemple, mais je sais que tu es capable. Puis samedi, qui va avoir la pole? j'y vais avec notre ami Georges Russell à tous ses choix de réponse. Je pourrais pas mettre mon argent sur quelqu'un d'autre en ce moment. Je vais faire différent. OK? Je vais mettre George Russell pour la victoire en sprint, mais je vais mettre Kimi Antonelli en pole. Parfait. OK? Au nom de la variété. Au nom de la variété, on fait ça. Écoute, je te laisse aller faire ta journée parce que, Ben oui. encore une fois, je te remercie d'avoir pris un moment si tôt pour qu'on puisse faire ça, donner ça à nos auditeurs. Ah Et ouais. la semaine dernière, j'avais déjà des messages rendus à 9h. Monde, hey, où le podcast? Vous l'avez mis sur le calendrier? Puis c'était fait. Laissez-nous le temps un Ouais, peu. c'était très drôle, là. C'était très drôle. C'était Ouais. fait gentiment, là. Mais les gens suivent le calendrier, attendent ça Ils impatiemment. sont Donc là, forts. je m'en vais faire ça puis mettre ça public le plus rapidement possible. Je te souhaite une excellente journée et surtout un excellent week-end de course, François. Pareillement, puis salutations à tous et bonne fin de semaine de Grand Prix. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 13 mars. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course du côté de Shanghai en Chine. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que LinkedIn, et à vous abonner à nos chaînes Spotify, YouTube, Amazon Music et cliquez sur la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.